Hibiki est un lycéen faible et inutile qui est actuellement en train de courir pour sauver sa vie dans un champ ouvert alors qu'il est poursuivi par un lapin. Mon ego dit que je pourrais probablement battre ce lapin en 1 contre 1, mais l'ego de Hibiki est apparemment en congé, donc il ne veut prendre aucun risque. Pendant qu'il court, il entend soudain une voix étrange dans sa tête, et pendant une seconde, il pense que ça pourrait être son ego qui vient lui donner un conseil, mais quelle que soit cette voix, elle est bien trop paresseuse pour même prendre la peine de faire son travail. Juste à ce moment-là, le lapin rattrape Hibiki, mais dans la fraction de seconde avant qu'il ne soit poignardé, Hibiki réussit à réaliser l'un des clutches les plus accidentels de l'histoire. Il coince la tête du lapin dans son sac, puis il trébuche et tombe directement sur sa tête, tuant le lapin instantanément. Pendant ce temps, dans la forêt, une elfe entend soudain une voix lui dire que quelqu'un de très précieux vient d'être déposé à l'est. Elle s'appelle Amelia, et comme vous pouvez le voir, elle souffre d'un excès de personnalité. Du côté de Hibiki, il est content d'avoir survécu à l'attaque du lapin, mais il ne sait toujours pas ce qu'il est censé faire parce qu'il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il n'a pas de réseau, et il y a un moment, il entendait des voix dans sa tête. Sa priorité absolue pour le moment devrait être de rassembler les nécessités pour sa survie, mais il n'a jamais vraiment fait de camping étant enfant, donc il ne sait pas comment faire du feu, et il n'est pas sûr que la viande de lapin soit même comestible. Alors qu'il se demande quoi faire, il entend à nouveau la voix dans sa tête, et elle lui propose d'expertiser le lapin pour lui. En disant cela, un écran apparaît devant Hibiki, et on l'informe que la viande de lapin cornu est effectivement comestible. Hibiki n'a aucune idée de pourquoi il voit des écrans flottants sortis de nulle part, mais si la viande de lapin est vraiment comestible, alors il décide qu'il serait préférable de l'emporter avec lui au cas où il aurait besoin de nourriture plus tard. Après avoir mis la carcasse du lapin dans son sac, Hibiki commence à essayer de comprendre ce qu'était cette voix dans sa tête, et il se souvient que la dernière fois qu'elle a parlé, elle répondait à une question qu'il avait posée, alors il soulève son sac et demande ce que c'est. Comme prévu, le système répond et informe Hibiki que c'est un sac fabriqué à partir de matériaux qui n'existent pas dans ce monde. Il sait maintenant comment déclencher les réponses du système, donc il décide d'essayer quelques autres choses et demande au système d'expertiser le ciel, mais le système lui dit qu'il n'y a rien à expertiser. Il regarde ensuite le sol et demande au système de l'expertiser, et à son horreur, on l'informe qu'il regarde un mangeur de labyrinthe de niveau 273. Hibiki essaie quelques fois de plus pour s'assurer que ce n'est pas un hasard, mais le sol est définitivement un mangeur de labyrinthe, et il n'est pas préparé à faire face à cela, alors il décide de l'ignorer et de passer à autre chose. Il tente ensuite de s'expertiser lui-même, et bien sûr, un panneau apparaît avec son nom, son âge et ses statistiques tous affichés. Hibiki a 16 ans, et son travail est apparemment celui d'expertiseur, ce qui n'a aucun sens pour lui parce que jusqu'à il y a quelques minutes, il n'était encore qu'un lycéen normal. Il tente de demander au système comment il est arrivé ici, mais cela ne lui répond pas cette fois, et maintenant qu'il y pense, il a été bien trop décontracté à propos d'avoir une voix désincarnée dans sa tête. Il demande au système ce qu'il est, et on l'informe que le système est son support de statut, et qu'il n'est pas autorisé à répondre à des questions concernant des informations personnelles. Il n'est pas non plus autorisé à lui parler à moins de répondre à une question, donc Hibiki ne peut pas du tout avoir de conversation avec lui. Depuis son écran de statut, Hibiki peut voir qu'il a un tas de compétences, et il n'est pas sûr de ce qu'elles font, alors il décide de les essayer l'une après l'autre. La première compétence qu'il utilise s'appelle œil expert, et pendant une seconde, l'ego de Hibiki s'active, lui faisant croire qu'il est sur le point de devenir l'un des 3 meilleurs protagonistes d'Isekai avec ça, mais rien ne se passe. Heureusement, personne n'était là pour le voir s'humilier comme ça, mais il sait maintenant qu'il ne connaît absolument rien à ses compétences, alors il demande au système s'il existe un tutoriel d'une sorte ou d'une autre qu'il pourrait utiliser. Le système informe Hibiki qu'il est déjà dans le tutoriel, mais il ne sait pas ce que cela est censé signifier, alors il décide de continuer à tester ses compétences. La suivante s'appelle carte du monde, et alors qu'il active la compétence, un écran apparaît devant lui avec un tas de lignes dessinées dessus. Ce n'est pas exactement ce à quoi il s'attendait en activant la carte du monde, mais il suppose que les lignes doivent représenter le chemin qu'il a pris pour arriver ici quand il fuyait le lapin. D'après ce que l'on peut voir, il a voyagé en cercle pendant tout ce temps, ce qui est décourageant à découvrir, mais au moins maintenant il ne refera plus cette erreur. Après avoir marché un moment, Hibiki finit par trouver une route, et il est vraiment excité parce que cela signifie qu'il peut enfin se rendre dans une ville, mais il s'est apparemment un peu trop excité car il finit par trébucher et tomber face la première sur la route de pierre froide. Juste à ce moment-là, le système informe Hibiki qu'il a reçu le titre de naufragé dans son Isekai, ce qui n'a aucun sens pour lui, alors il l'ajoute à la liste grandissante des choses qu'il ne comprend pas. Alors qu'il détourne le regard de la fenêtre du système, il entend soudain le bruit d'un grognement terriblement proche de lui, et même mon ego ne pense pas que je pourrais gérer celui-ci, donc Hibiki est définitivement cuit. Heureusement pour lui, le monstre reçoit une balle dans la tête avant qu'il ne puisse lui faire du mal, et celle qui est responsable du tir est Amelia.
Elle s'approche de Hibiki et lui demande s'il va bien, et Hibiki dit qu'il va bien, mais ensuite elle lui demande ce qu'il faisait dans le mangeur de labyrinthe. Hibiki n'a toujours aucune idée de ce qu'est un mangeur de labyrinthe, alors Amelia explique que c'est un monstre qui se déguise généralement en prairie. Il ne vous attaquera pas directement la plupart du temps, mais il fait tourner en rond les gens qui s'y retrouvent coincés jusqu'à ce qu'ils finissent par s'épuiser, moment auquel il les dévore. Hibiki est choqué d'avoir été si proche de se faire dévorer, mais quand Amelia lui demande pourquoi il était là-bas en premier lieu, il explique que ce n'était pas son choix. Il est juste en quelque sorte apparu là-bas. Amelia est vraiment confuse quand elle entend cela, alors pendant qu'elle essaie de comprendre ce que Hibiki veut dire, Hibiki essaie de comprendre qui elle est en l'expertisant. Grâce au système, Hibiki apprend qu'Amelia est une elfe de la vraie vie, mais l'information la plus choquante est le fait qu'elle a 56 ans parce qu'il la croyait bien plus jeune. Amelia attire soudain la tête de Hibiki contre sa poitrine et dit qu'elle est contente qu'un enfant innocent n'ait pas été victime du mangeur de labyrinthe, mais en l'entendant l'appeler enfant, Hibiki demande à Amelia quel âge elle pense qu'il a. À cause de sa petite taille, Amelia avait supposé que Hibiki avait 10 ans au maximum, mais il l'informe qu'il a en réalité 16 ans, et tirer un adolescent au hasard contre votre poitrine est bizarre peu importe comment on regarde les choses, surtout parce que dans ce monde, on est considéré comme un adulte une fois que l'on a 15 ans. Hibiki et Amelia finissent par passer la nuit à camper ensemble, et Amelia s'excuse pour le malentendu plus tôt, mais Hibiki dit que cela ne l'a pas vraiment dérangé. Après avoir mangé le lapin cornu que Hibiki a attrapé pour le dîner, les deux s'assoient pour boire du thé, et Hibiki profite de l'occasion pour demander à Amelia quel est cet endroit. Elle explique que c'est le royaume d'Abarachia, mais elle ne comprend pas comment Hibiki peut être si ignorant de ce pays, alors il explique qu'il n'est pas d'ici. Il dit qu'il vient d'un pays lointain appelé le Japon, mais Amelia dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'un endroit comme ça auparavant, et le fait qu'elle ne sache pas ce qu'est le Japon confirme à Hibiki qu'il est bien dans un nouveau monde. Amelia peut voir que Hibiki doit être anxieux d'être si loin de chez lui, alors elle propose de rester un moment et de l'emmener dans une ville voisine pour qu'il puisse commencer sa vie, et Hibiki apprécie vraiment ce geste. Quand vient l'heure de se coucher, Amelia lance un sort d'alarme aérienne pour la prévenir au cas où quelque chose de dangereux s'approcherait, mais Hibiki s'était déjà endormie avant qu'elle ait fini de lancer le sort. Elle est surprise qu'il lui fasse autant confiance alors qu'il vient littéralement de la rencontrer, et ce n'est pas la seule chose étrange chez ce garçon. Il n'a aucune connaissance de ce monde, et il porte des vêtements qu'elle n'a jamais vus auparavant, alors elle suppose qu'il doit être la personne précieuse dont les esprits lui ont parlé avant qu'elle ne vienne ici. Avant que Hibiki ne soit envoyé dans ce monde, il passait ses jours à traîner avec ses amis, et ils étaient tous excités à l'idée des vacances d'été à venir car ils avaient tous tellement grandi. Tous sauf Hibiki, qui fait toujours un M50 tout juste. Les autres ont essayé de l'encourager en disant qu'il y avait encore de l'espoir pour une poussée de croissance plus tard, mais Taiki par contre est en fait jaloux de Hibiki parce que, d'une manière ou d'une autre, en échange du malus de taille, toutes les filles qu'il rencontre se pâment absolument devant Hibiki, et il ne sait pas pourquoi. Maintenant qu'il y pense, Taiki a raison. Cette conversation a eu lieu le dernier jour d'école avant les vacances d'été, et Hibiki était sur le point d'entrer dans une salle de classe quand soudain il y a eu un brillant éclair de lumière, et la chose suivante dont il se souvient, c'est qu'il était ici. Hibiki se réveille et se demande si ses amis vont bien parce qu'ils doivent être morts d'inquiétude pour lui en ce moment, et pour empirer les choses, son téléphone est à 12%, donc il va bientôt être à plat. Juste à ce moment-là, il sent quelque chose de dur lui frapper la tête, alors il regarde pour voir d'où ça venait, et il s'avère que c'était juste un bouton qui n'a pas pu contenir la personnalité d'Amelia. Il se lève pour regarder toutes les particules flottantes dans l'air, et il est curieux de savoir ce qu'elles sont, alors il demande au système de les expertiser, et on l'informe qu'elles font partie d'une barrière magique qu'Amelia a installée pour l'avertir des intrus. Le fait que la magie existe ici est une preuve supplémentaire que ce n'est pas son monde d'origine, donc Hibiki doit commencer à réfléchir à un moyen de revenir dès que possible. Il s'assoit sur un rocher à proximité et décide de regarder à nouveau ses statistiques pour comprendre ce qu'il a. Il demande au système ce qu'est un expertiseur, donc le système explique qu'un expertiseur est une classe de travail de rareté de rang B. Cela vous permet de voir les informations et les capacités liées à une cible, mais comme c'est une classe non combattante, elle n'est pas fournie avec des compétences utiles au combat. C'est tout ce que le système est prêt à lui dire, mais Hibiki a encore beaucoup de questions comme ce que signifie la partie provisoire de son travail, mais il va devoir garder cela pour un autre jour. Le lendemain matin, Amelia se réveille et est surprise par la réalisation que ses melons ont été suspendus au vent toute la nuit parce qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle avait perdu un bouton. Un instant plus tard, Hibiki se réveille, donc elle se détourne, gênée, et quand Hibiki réalise ce qui se passe, il sort le bouton qu'il a frappé au visage la nuit dernière, mais cela fait penser à Amelia qu'il a intentionnellement volé son bouton, alors elle le frappe au visage. Un peu plus tard, une fois que le malentendu a été dissipé, Amelia s'excuse auprès de Hibiki de l'avoir frappé. Hibiki dit que ce n'est pas grave puisqu'elle lui a donné une potion pour guérir ses blessures, donc il n'y a pas de rancune. Alors qu'il marche,
Hibiki lui demande à quelle distance se trouve la ville d'ici, et selon ses calculs, une fois sorti de la forêt, il devrait pouvoir y arriver dans environ une demi-journée. Hibiki est content de l'entendre, mais il est un peu inquiet par le fait qu'il y a des monstres partout. Amelia lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter des monstres tant qu'elle est avec lui, mais elle est surprise qu'il ait pu sentir les monstres en premier lieu. Hibiki dit qu'il les a juste vus grâce à sa compétence carte du monde, mais dès qu'Amelia entend cela, elle panique parce que la compétence carte du monde est une compétence AA extrêmement utile. Elle dit que n'importe quel aventurier aimerait avoir une compétence comme celle-là, mais Hibiki ne comprend pas pourquoi c'est si important puisque tout ce qu'elle fait est de lui montrer où il est déjà allé et de l'alerter des monstres à proximité. En fait, il peut voir quelque chose appelé un lapin à cornes de cristal à proximité, et dès qu'Amelia entend cela, elle devient excitée parce que les lapins à cornes de cristal sont extrêmement précieux. Ils valent facilement plus de 200 pièces d'or, alors elle attrape Hibiki et lui demande de lui montrer où se trouve le lapin. Ils finissent par localiser le lapin à cornes de cristal, et après l'avoir expertisé, Hibiki découvre quelque chose à son sujet. Il est stupide, il a une compétence de fuite, et il a aussi une compétence de détection de présence. Amelia est capable de masquer l'odeur et le son d'elle-même et de Hibiki en utilisant sa magie de vent pour empêcher le lapin de les détecter, mais tant qu'il a la compétence de fuite, aucune des attaques d'Amelia ne va atterrir. Cependant, il y a une exception. Quand le lapin à cornes de cristal attaque, il ne peut pas utiliser sa compétence de fuite, et maintenant que Hibiki sait cela, il élabore un plan. Il suggère qu'il devrait tromper le lapin pour qu'il l'attaque afin qu'il ne puisse pas utiliser la fuite. Amelia ne pense pas que le lapin tombera dans un piège aussi simple, mais Hibiki lui assure que cela fonctionnera. Au moment d'exécuter le plan, Amelia crée une série de murs de roches autour de lui pour le forcer à se diriger vers Hibiki, qui est allongé sur un rocher comme appât, et une fois qu'il commence à charger vers lui, elle lui tire dans la tête. Elle est surprise de voir à quel point c'était facile car elle s'attendait à ce qu'un monstre aussi précieux soit plus difficile à attraper, mais elle ne se plaint pas de cette victoire facile. Hibiki a également beaucoup monté de niveau grâce à ce succès, même si c'est Amelia qui a tué le lapin parce qu'il a beaucoup contribué au succès du plan, donc c'est gagnant-gagnant. Hibiki et Amelia arrivent plus tard dans la ville de Raoul, et comme les vêtements étranges d'Hibiki attiraient probablement une attention indésirable, Amelia lui offre sa capuche pour qu'il se couvre jusqu'à ce qu'il puisse obtenir une nouvelle tenue. Elle lui rappelle également qu'ils vont obtenir une bonne somme d'argent après qu'elle aura vendu cette corne de cristal, donc ils pourront aussi faire du shopping pour de l'armure et des armes. En parlant d'argent, Hibiki lui demande combien vaut une pièce d'or ici, mais elle est choquée d'apprendre que, de toute chose, Hibiki ignore même comment fonctionne l'argent. Hibiki ne veut pas détériorer davantage l'opinion qu'elle a de lui, alors il fait semblant de plaisanter et demande plutôt au système de lui expliquer. Le système répond et explique qu'une pièce d'or vaut environ 10 000 yens, donc quand Amelia a dit que cette corne vaut 200 pièces d'or, cela équivaut à 2 millions de yens. Il est logique qu'elle ait été si impatiente de l'obtenir. Amelia pose sa main sur le visage d'Hibiki et lui dit qu'il devrait probablement s'abstenir de se faire passer pour un ignorant total dans cette ville parce que, s'il n'est pas prudent, il va se faire arnaquer. Il sait qu'elle a raison, mais la façon dont elle le dit l'énerve vraiment pour une raison quelconque. Quelques minutes plus tard, Hibiki et Amelia arrivent à la guilde, et les autres clients de la guilde sont surpris de la voir, mais encore plus surpris qu'une solitaire comme elle est maintenant un ami. Ils ne comprennent pas pourquoi elle traînerait avec un enfant, mais Amelia explique que même si Hibiki manque de hauteur, c'est en fait un adulte. Les aventuriers supposent que cela doit signifier qu'il est un novice, alors ils s'excusent de l'avoir taquiné sur sa taille et lui souhaitent bonne chance pour son premier jour. Une fois qu'ils sont partis, Amelia emmène Hibiki au comptoir d'accueil pour rencontrer la réceptionniste, Juel, et Hibiki ne peut s'empêcher de remarquer que Juel a des oreilles de chat. Amelia dit à Juel qu'elle aimerait vendre un objet, donc elle veut négocier dans une salle privée. Juel comprend, alors elle les conduit au bureau du maître de guilde, où Hibiki est présenté au maître de guilde, Bol. Au moment où Hibiki voit Bol, il est rempli d'une admiration absolue car il n'a jamais vu une forme aussi massive de perfection avant. Bol devine qu'Hibiki est un passionné de muscles comme lui, alors il enlève sa chemise pour fléchir les fruits de ses années de travail. Hibiki est encore plus émerveillé maintenant, alors il demande à Bol s'il a des conseils pour lui. Il avait essayé de s'entraîner par le passé pour compenser son manque de taille par des muscles, mais sa silhouette est trop petite, donc il n'en a jamais tiré grand-chose. Bol commence à lui donner des conseils de gym utiles, mais Juel et Amelia commencent à s'impatienter parce qu'elles sont venues pour vendre un objet, pas pour parler de muscles, alors elles arrosent toutes les deux Hibiki et Bol avec de l'eau pour les faire revenir à la réalité. Une fois qu'ils ont séché, ils s'assoient tous pour commencer les négociations, et alors qu'Amelia pose la corne, Bol est impressionné car celle-ci est 3 fois plus grosse que celle qu'elle avait apportée il y a quelques années. Il lui offre 400 pièces d'or sur le champ, et Hibiki pense que c'est une très bonne affaire puisqu'Amelia n'en attendait que 200. Cependant, il a gravement sous-estimé à quel point Amelia peut être gourmande. Car maintenant qu'elle sait qu'elle peut en obtenir plus, elle exige 800 pièces d'or à la place.
Bol dit qu'il ne peut pas monter aussi haut sur le prix, mais Amelia le force à prendre une décision en menaçant d'aller à la guilde de la capitale pour une meilleure offre. Bol finit par céder et accepte de payer 700 pièces d'or, ce qui était bien au-delà du budget. Amelia est contente d'avoir réussi à obtenir une si bonne affaire pour elle-même car maintenant Hibiki va certainement lui demander de former un groupe avec elle, et alors elle ne sera plus une solitaire. Elle est si heureuse qu'elle pourrait sauter de joie, mais elle est peut-être devenue un peu trop excitée car son bouton décide de partir en vacances encore une fois, et sa poitrine est de nouveau laissée bien en vue. Ainsi, Juel expulse Bol et Hibiki de la pièce pour qu'elle puisse raccommoder les vêtements d'Amelia, et comme cela va prendre un certain temps, Hibiki décide d'aller attendre à une table. Pendant qu'il est là, le système l'informe que sa compétence de tutorat de niveau 1 a atteint les conditions de niveau supérieur, ce qui est bien, mais Hibiki ne sait pas exactement ce que cela signifie, alors il demande une explication. Le système explique que le tutorat est une compétence qui accorde essentiellement un plot armor à ceux qui ont un taux de survie extrêmement bas, et qu'elle a été spécialement conçue par Dieu pour garantir qu'Hibiki ne meure pas à son apparition. Hibiki n'arrive pas à croire qu'il a vraiment reçu sa compétence de Dieu, mais juste à ce moment-là, il entend une voix séparée dans sa tête, et il s'avère que c'est celle du Dieu qui veille sur lui. Il ne serait pas allé aussi loin sans l'aide du Dieu, alors il est reconnaissant. Cependant, le Dieu lui dit qu'il doit quand même faire de son mieux pour rester en vie car son haut plot armor ne durera pas éternellement. Quelques instants plus tard, Amelia revient après avoir fait réparer sa chemise, mais juste à ce moment-là, elle reçoit une lettre pour une demande de mission, et cela implique sa ville natale, donc elle ne peut pas refuser. Elle ne pourra pas non plus emmener Hibiki, alors elle s'excuse, mais elle va devoir quitter la ville pour un certain temps. Pendant ce temps, à l'intérieur d'une caverne sombre, une aventurière cherche activement quelque chose, mais malgré tous ses efforts, elle ne trouve aucune trace de l'objet, donc elle n'a aucune idée d'où il pourrait se trouver. De retour dans la ville, Amelia demande à Hibiki s'il va vraiment s'en sortir seul, mais il lui dit qu'il peut se débrouiller. Il est reconnaissant envers Amelia pour son aide jusqu'à présent, mais il ne veut pas continuer à être un fardeau pour elle, donc il doit trouver comment se débrouiller par lui-même. Il dit qu'il prévoit de devenir aventurier parce qu'il a vu quelques quêtes à la guilde que même un non-combattant comme lui pourrait accomplir. Amelia est contente d'apprendre qu'Hibiki a déjà un plan en tête, et pour lui faciliter un peu les choses, elle lui dit qu'il peut rester dans la chambre qu'elle loue en attendant. Elle lui tend une carte et lui dit que quand il y arrivera, il devrait demander une dame nommée Tanya, et elle s'occupera de lui. Elle promet de le revoir à son retour, mais alors qu'elle s'apprête à partir, Hibiki se souvient qu'il doit lui rendre son poncho. Amelia lui dit qu'il peut le garder, mais Hibiki pense qu'elle en a bien plus besoin que lui parce que ses boutons n'arrêtent pas de sauter. Après s'être souvenu de ce qui s'est passé, Amelia s'enfuit, gênée, car elle n'arrive pas à croire qu'Hibiki a vu sa poitrine 3 fois maintenant. Cependant, elle ne regarde pas où elle va, donc elle finit par heurter l'aventurière de tout à l'heure. Elle réussit à se rattraper avant de tomber et s'excuse immédiatement, demandant si la fille va bien, mais la fille ne détourne pas du tout le regard. Un garde s'approche après avoir entendu tout ce remue-ménage et demande à Amelia pourquoi elle est si pressée, alors Amelia explique qu'elle est justement en route pour accomplir une mission dans sa ville natale. Dès que la fille entend cela, elle s'intéresse et demande si Amelia fait référence au village elfe de Fernotte. Après qu'Amelia l'a confirmé, la fille arbore un large sourire malicieux. Elle mentionne alors qu'elle se rend justement là-bas aussi, donc elle et Amelia devraient pouvoir voyager ensemble. Après le départ d'Amelia, Hibiki passe presque tout son temps à dormir à l'intérieur, et la batterie de son téléphone est complètement déchargée, donc il n'a rien à faire. Il n'a pas vraiment à s'inquiéter de l'argent après la vente de la corne, mais il n'a toujours pas trouvé de moyen de rentrer chez lui, et le dieu ne lui a plus parlé depuis. Il essaie de demander à Juel si elle sait quelque chose sur un autre monde, mais cela semble signifier quelque chose de très différent ici car elle devient toute timide et le dirige vers un centre de jeu NSFW, ce qui n'est pas ce qu'il cherchait. Hibiki ne veut vraiment pas que les gens se méfient de lui, alors il évite beaucoup les interactions ces derniers temps, mais il ne peut pas continuer ainsi éternellement. Juste à ce moment-là, Tanya frappe à la porte d'Hibiki. Elle est venue parce qu'Hibiki n'est pas descendu pour le petit déjeuner ni pour le déjeuner plus tôt dans la journée, alors elle commençait à s'inquiéter. Il lui assure qu'il va parfaitement bien, et Tanya est contente de l'entendre, alors elle lui rappelle que le dîner sera bientôt prêt et qu'il devrait descendre quand il sera prêt à manger. Hibiki la remercie, et après son départ, il réalise qu'il va devoir commencer à gagner de l'argent parce que cet argent de la corne ne durera pas éternellement. Il demande au système d'afficher ses statistiques pour qu'il puisse déterminer dans quoi il serait bon, et le système fait comme demandé, mais Hibiki ne sait pas vraiment si ses statistiques sont bonnes ou non, alors il demande l'avis du système. Le système lui dit qu'il est essentiellement de la chair à canon avec ses statistiques actuelles, donc il ne devrait même pas envisager de tenter un combat en solo tel qu'il est maintenant. Hibiki s'en doutait un peu, alors il décide de jeter un œil à ses compétences pour voir s'il y a quelque chose d'utile. Il découvre qu'il a une compétence appelée Aimant Adam, mais il n'est pas sûr de ce qu'elle fait. Il a aussi 2 autres compétences,
contrat de médecine. Il demande au système ce que fait de médecine puisque cela semble plutôt utile, et le système l'informe qu'il s'agit d'une compétence qui lui permet d'acquérir des connaissances médicales détaillées en téléchargeant cette année d'études de médecine directement dans sa tête. Cela semble vraiment cool, alors Hibiki dit qu'il veut essayer, mais le système l'avertit qu'il ne peut pas arrêter le processus une fois qu'il a commencé et que les livres de médecine sont assez épais, donc cela va prendre un certain temps. Hibiki hésite un peu après avoir entendu cela, mais il décide quand même de continuer, et pour une fois, le système semble vraiment déçu par sa décision. Peu après, le livre de médecine apparaît devant Hibiki, et le transfert d'informations commence, mais cela fait bien plus mal qu'Hibiki ne le pensait. Quelques jours plus tard, le transfert de connaissances est enfin terminé, et Hibiki se sent absolument terrible car il n'a ni mangé ni dormi depuis si longtemps. Il décide de sortir pour faire quelques achats et s'éclaircir les idées, et après avoir pris un repas, il s'achète une armure et de l'équipement d'aventurier général. Il commente également le fait que l'acquisition de compétences est beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait. Le système lui dit que toutes les compétences ne nécessitent pas la méthode de téléchargement de livres, donc il n'a pas à s'inquiéter de cela. Hibiki remarque également que le système semble beaucoup plus bavard depuis que son tutorat a monté de niveau, et puisqu'elle est réellement disposée à discuter avec lui, il décide de lui donner un vrai nom, disant qu'il l'appellera Sapo, et Sapo semble assez contente de cela. Hibiki retourne à la guilde pour voir s'il y a des quêtes pour lui, mais juste à ce moment-là, le groupe d'aventuriers qu'il a rencontré à son arrivée se précipite à l'intérieur car l'un d'eux a été gravement blessé au combat. Le gars a perdu un bras et une jambe, et il saigne encore abondamment, donc si rien n'est fait, il va mourir en peu de temps. Bol aurait pu le sauver, mais malheureusement, Juel dit qu'il n'est pas en ville en ce moment, et ils ont essayé toute la magie de guérison qu'ils connaissent, mais rien n'a fonctionné. Hibiki voit à quel point l'état du gars est grave, et il veut aider, alors il décide d'essayer ses compétences médicales nouvellement acquises pour voir si cela aide. Il s'approche et demande au groupe s'ils accepteraient de le laisser jeter un coup d'œil. Le groupe est si désespéré qu'ils n'ont pas vraiment le choix, alors il laisse Hibiki examiner leur ami, et après avoir utilisé une compétence d'examen, le système informe Hibiki que l'homme est actuellement sous l'effet d'un poison de cerf, ce qui explique pourquoi son saignement ne s'arrête pas. Il ne lui reste qu'environ 5 minutes avant de mourir, donc la seule façon de le sauver serait d'utiliser les sorts de guérison parfaite et de remède parfait. Cependant, utiliser ces sorts coûterait plus de 6 heures du soir, et Hibiki n'en a actuellement que 56, donc il n'y a aucun moyen qu'il puisse y arriver. Les autres voient l'expression inquiète sur le visage d'Hibiki et lui demandent si quelque chose ne va pas, alors il leur dit qu'il sait comment traiter leur ami, mais qu'il ne peut rien faire pour aider car il n'a pas assez de mana. Il demande s'il y a quelqu'un d'autre qui peut utiliser guérison parfaite et remède parfait, mais aucun d'eux n'a de compétences de ce genre, donc il n'y a pas beaucoup d'options. Juste à ce moment-là, le système informe Hibiki qu'il peut utiliser sa compétence de contrat pour former un contrat de transfert de PM afin de compenser le déficit, et tout ce qu'il a à faire est d'obtenir le consentement verbal de tous les groupes impliqués. Dès qu'il entend cela, il dit à tout le monde qu'ils doivent accepter de lui transférer leur PM, et comme il s'agit de sauver leur ami, ils acceptent tous sans hésiter. Hibiki gagne beaucoup de PM grâce au transfert, mais il lui en manque encore près de 2 cents, alors Juel propose de lui transférer aussi son PM. Dès qu'Hibiki atteint le montant requis, il lance les sorts de guérison, restaurant les membres blessés de l'aventurier et lui sauvant la vie. Cependant, Hibiki s'effondre un instant plus tard à cause de la tension d'avoir utilisé autant de PM d'un coup. Plus tard, Hibiki se réveille sur un canapé dans une salle de réunion, et son niveau a augmenté de pas mal, donc il est vraiment excité, mais après sa petite danse de célébration, il réalise que Juel était dans la pièce et qu'elle a tout vu, donc il est un peu gêné maintenant. Juel le remercie d'avoir sauvé son petit frère, et Hibiki est surpris d'apprendre que Jade est son frère, mais il dit qu'il était heureux d'aider. Elle mentionne également qu'elle a pris la liberté de mettre en place une ordonnance de silence pour s'assurer que personne ne parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Hibiki demande pourquoi, alors elle explique qu'il est presque inouï qu'une personne soit capable d'utiliser à la fois guérison parfaite et remède parfait, donc si la nouvelle se répand, quelqu'un va certainement essayer d'exploiter Hibiki pour son argent. Sur ce, elle lui dit qu'il devrait probablement rejoindre un groupe ou engager un garde du corps pour se protéger puisqu'il est non compétent, et pendant ce temps, au fond du donjon, il y a un homme loup qui semble parfait pour le travail. Hibiki décide d'engager un garde du corps pour lui-même, alors il planifie une réunion avec un homme nommé Debi pour en trouver un, mais Debi semble un peu bizarre car la première chose qu'il fait après avoir rencontré Hibiki est de commencer à le sentir. Après l'introduction gênante initiale, Debi fait sortir 5 de ses hommes les plus forts et dit à Hibiki de choisir celui qu'il veut comme garde du corps, mais Hibiki les refuse tous immédiatement. Il se sent mal de les avoir tous rejetés, mais bien qu'ils soient tous effectivement très forts, aucun d'eux n'avait des statistiques de MP suffisamment élevées. Hibiki aimerait avoir quelqu'un avec assez de MP pour que, si les choses se gâtent, il puisse l'utiliser pour activer ses compétences médicales.
Il s'excuse auprès de Debbie d'être si exigeant, mais Debbie dit que ce n'est pas un problème du tout car après tout, il peut sentir sur Hibiki l'odeur d'une grande fortune financière, donc il est plus qu'heureux de faire tout son possible pour l'aider à trouver ce qu'il cherche. En entendant Debbie parler de l'odeur de la fortune, Hibiki comprend que ce doit être la raison pour laquelle il le sentait plus tôt, et effectivement, quand il jette un coup d'œil à l'écran de statistiques de Debbie, il y a une compétence appelée sens de l'argent, qui lui permet probablement de sentir quand quelqu'un va devenir riche, mais Hibiki n'a aucune idée de comment cela fonctionne. Pendant qu'il continue de chercher des candidats appropriés, Hibiki regarde au bout d'un couloir sombre, mais Debbie lui dit que les options dans cette direction sont plutôt défectueuses, donc il ferait mieux de choisir un autre couloir. Il explique que les gens là-bas ne sont adaptés ni pour le combat ni pour le travail manuel, et ils n'ont pas non plus les moyens de retourner dans leur pays d'origine, alors Debbie a décidé de leur faire une faveur et de les laisser rester ici. En entendant que ces gens ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, Hibiki se demande s'ils ont été isekai comme lui, alors il demande à Debbie de l'emmener vers eux. Debbie fait comme Hibiki le demande et le guide dans le couloir, mais ils finissent par tomber sur une cellule avec un homme loup et une petite fille à l'intérieur, et Debbie peut déjà deviner ce que Hibiki pense, alors il précise que ce n'est pas une de ces situations d'esclavage. Ils avaient des chambres normales avant, mais le loup a attaqué un autre invité il y a quelques jours parce qu'il voulait protéger la petite fille. C'était un malentendu, mais maintenant le loup s'énerve dès que quelqu'un s'approche, alors ils ont dû le mettre en cellule pour la sécurité des autres. Juste à ce moment, le loup crie après Hibiki de dégager, et Hibiki peut comprendre pourquoi les autres invités auraient peur de ce type, mais quand il jette un coup d'œil à ses statistiques, il remarque quelque chose d'intéressant. Le système l'informe que certaines statistiques du loup sont actuellement cachées, alors il utilise l'œil d'expert pour percer les falsifications, et Hibiki découvre que le loup est actuellement lié par une malédiction d'état connue sous le nom de chaîne immobile, et c'est essentiellement une malédiction invisible qui affaiblit sévèrement une cible de façon permanente, c'est pourquoi les statistiques du loup semblent si médiocres maintenant, mais avant la malédiction, il était un héros de niveau 95, et Hibiki ne s'attendait pas à trouver quelqu'un d'aussi incroyable. Ensuite, il essaie d'évaluer la petite fille, et il découvre qu'elle s'appelle Lilian, mais plus important encore, il découvre qu'elle est une sage avec la malédiction d'état de magie incontrôlable. Elle possède d'immenses quantités de puissance magique, mais comme elle ne peut pas la contrôler, elle finira probablement par s'autodétruire à un moment donné. Lilian et Claude ont tous deux plus qu'assez de puissance magique pour ce dont Hibiki a besoin, mais il est un peu préoccupé par les implications d'engager un héros et une sage comme garde du corps. Sapo suggère à Hibiki d'utiliser la compétence technique le mesure de soulagement car elle a la capacité de lever les malédictions d'état en fonction de sa maîtrise, et si cela signifie qu'Hibiki peut aider Claude, alors il veut essayer. Il dit à Debbie qu'il veut engager Claude et Lilian, et après cela, il les emmène dans la forêt. L'état de Claude est plutôt mauvais car il lui manque 2 bras et une jambe, mais il est toujours très protecteur envers Lilian car il pense qu'Hibiki prévoit de lui faire du mal maintenant qu'ils sont seuls dans les bois. Hibiki admet qu'il prévoit de faire beaucoup de choses, mais il assure à Claude qu'il n'y a rien à craindre. D'abord, il dit qu'il veut guérir les blessures de Claude, mais pour cela, il va avoir besoin de beaucoup de MP, alors il demande à Lilian de lui donner un coup de main. Claude pense que c'est une sorte de piège et avertit Lilian de ne pas faire confiance à Hibiki, mais si cela doit aider à guérir Claude, alors Lilian est prête à tout faire parce qu'elle lui doit beaucoup pour avoir pris soin d'elle. Elle accepte d'aider Hibiki, alors le contrat de partage de MP est formé, et maintenant qu'il a un approvisionnement suffisant en mana, il est capable de lancer une guérison parfaite sur Claude pour restaurer tous ses membres. Claude est émerveillé car il n'aurait jamais imaginé rencontrer quelqu'un avec une magie assez puissante pour restaurer son corps, même s'il mentirait s'il disait qu'il se sentait aussi bien que dans sa prime. Hibiki s'y attendait déjà, et il suppose que c'est probablement à cause de la malédiction, donc il s'en occupera ensuite. Claude est choqué d'apprendre qu'Hibiki est au courant de sa malédiction car elle devrait être invisible même pour les meilleurs évaluateurs, mais Hibiki explique qu'il a la compétence œil d'expert qui lui permet de voir des choses que la plupart des évaluateurs ne pourraient pas voir. C'est aussi ainsi qu'il sait que Claude était un héros et que Lilian sera une sage quand elle grandira, mais cela mis à part, il est temps de se débarrasser de cette malédiction. Il lance le sort de soulagement, et soudain, les chaînes invisibles liant Claude se matérialisent tandis qu'une paire de ciseaux descend d'en haut. D'un mouvement rapide, les ciseaux coupent l'une des chaînes liant Claude, et Hibiki est assez déçu car il trouve que c'est nul que le sort n'ait pu couper qu'une seule chaîne, mais c'est le meilleur qu'il puisse faire quand sa compétence de soulagement est encore seulement au niveau 1. Cela dit, même si une seule des chaînes a été coupée, Claude peut encore sentir qu'une partie de sa force d'antan lui revient, et il est profondément reconnaissant à Hibiki pour son aide, alors il propose de lui jurer allégeance. Hibiki dit que cela ne lui dérange pas, et Claude est heureux d'entendre cela, mais alors Sapo prend la parole et suggère qu'Hibiki devrait utiliser sa compétence de contrat pour exécuter le serment d'allégeance. La compétence de contrat a la capacité de tenir tous les groupes à leurs promesses, donc si Claude jure allégeance à Hibiki avec un contrat, il ne pourra jamais le trahir.
Hibiki trouve que cela semble juste puisque Claude était celui qui a suggéré de jurer allégeance en premier lieu, alors Claude exécute le serment, et après que le contrat a été formé, une marque apparaît sur les mains d'Hibiki et Claude pour symboliser leur pacte. Après que le pacte a été complété, Hibiki s'assoit avec Claude et Lilian pour leur expliquer quelques-unes de ses capacités. Il mentionne qu'il est capable d'utiliser un tas de sorts médicaux de haut niveau, mais qu'il n'a pas assez de MP pour activer aucun d'entre eux, c'est pourquoi il a besoin de partager leur MP pour utiliser ses capacités efficacement. Pour cette raison, il leur demande s'ils seraient prêts à former un contrat de partage de MP permanent avec lui, et Lilian et Claude acceptent tous, sans hésiter. Après avoir formé le contrat, Sapo informe Hibiki que son grimoire de compétences techniques a monté de niveau, et Hibiki s'apprête à demander ce que cela signifie, mais soudain, Claude dit qu'il a une question qu'il aimerait poser. Il a voulu poser la question depuis un moment, mais de temps en temps, il voit Hibiki regarder dans le vide en se parlant à lui-même, alors il s'inquiète que quelque chose ne cloche pas chez lui. Hibiki lui assure qu'il n'y a rien à craindre, et il explique qu'il a simplement une voix dans sa tête qui lui fournit des informations utiles de temps à autre, et Hibiki s'attendait un peu à ce qu'il pense qu'il est faux après avoir dit quelque chose comme ça, mais à sa surprise, Claude semble en fait connaître cette voix. Il la reconnaît comme la compétence de tutoriel, et si Hibiki a la compétence de tutoriel, alors cela doit signifier qu'il est une personne qui a été amenée ici depuis un autre monde. Hibiki n'arrive pas à croire que Claude connaisse les transmigrateurs, mais il n'en sait pas grand-chose sur ce titre, il en avait juste entendu parler avant. Cependant, Lilian, en revanche, n'a jamais entendu parler d'Izeke, alors elle demande une explication, et Claude explique que cela signifie simplement qu'Hibiki venait d'un endroit lointain. Hibiki leur demande s'ils sont vraiment d'accord avec le fait qu'ils viennent d'un autre monde. Claude dit que cela ne le dérange pas du tout, et en outre, n'importe qui serait heureux de faire équipe avec Hibiki puisqu'il est quelqu'un qui possède la compétence de tutoriel insaisissable qui n'est accordée que directement par Dieu. Hibiki est choqué d'apprendre que la compétence de tutoriel est vraiment surpuissante, alors il appelle Dieu et lui demande si elle est vraiment si forte. Dieu dit que ce n'est pas si grave, mais après tout, la compétence de tutoriel utilise actuellement environ un tiers de sa puissance, donc peut-être qu'elle est surpuissante. Après avoir discuté des détails avec Claude, il dit qu'il croit que le dieu auquel Hibiki est connecté est le dieu chef. En tout, il y a 11 dieux qui existent dans ce monde, et le dieu chef est considéré comme le premier, donc les capacités divines comme le tutoriel et l'œil d'expert ne peuvent être accordées que par lui. Hibiki n'avait aucune idée que le dieu chef était le plus ancien de ce monde car il lui parle toujours de manière décontractée, mais Claude pense que cela signifie que le dieu chef doit avoir pris goût à Hibiki. Cependant, Hibiki pense que, si quoi que ce soit, les dieux favorisent plus Claude et Lilian parce qu'avoir reçu les compétences d'un héros et d'une sage est incroyable. Bien qu'il pense que les dieux sont allés un peu trop loin quand ils ont donné à Lilian la compétence sanctuaire déchaînée car c'est un peu trop à supporter pour un enfant. Lilian demande de quoi Hibiki parle puisqu'elle n'a jamais entendu parler de cette compétence auparavant, alors Hibiki explique que c'est une compétence qui lui donne d'énormes quantités de puissance magique, à tel point que son corps ne peut pas tout contrôler. Lilian a le cœur brisé d'entendre cela car cette magie incontrôlable est ce qui a causé son rejet par sa famille et l'a forcé à vivre seul. Claude mentionne que les compétences magiques comme celle-ci relèvent généralement de la juridiction du dieu de la magie, alors Hibiki ne comprend pas pourquoi le dieu chef a donné une compétence comme celle-ci à Lilian, et le dieu chef admet qu'il a peut-être fait une erreur quand il a donné cette compétence à Lilian. Quand le dieu de la magie découvre ce qu'il a fait, elle est absolument furieuse. Après avoir réglé ses comptes avec le dieu chef, le dieu de la magie se présente à Hibiki et s'excuse pour le désagrément, mais une fois que l'une de ses compétences a été attribuée, elle ne peut pas être reprise, donc Lilian est coincé avec le sanctuaire déchaîné, mais heureusement, Hibiki possède aussi l'une de ses compétences de grimoire, donc puisqu'il est actuellement lié à Lilian par contrat, son MP peut être régulé s'il ajuste le débit. Hibiki décide d'essayer la compétence dont le dieu de la magie a parlé, alors il l'active, et un petit chat nommé Venez apparaît. Venez explique qu'elle a été envoyée par le dieu de la magie pour lui expliquer les tenants et aboutissants de la magie, mais avant même qu'elle puisse finir sa phrase, Lilian la ramasse et commence à la caresser parce qu'elle est si mignonne. Hibiki se joint aussi à l'amusement, et Claude a l'air visiblement contrarié parce qu'il se sent exclu. Quand Hibiki a fini de caresser Venez, il lui demande ce qu'il doit faire exactement pour utiliser la magie, et elle explique qu'elle-même est le grimoire, donc elle s'occupera de tout le lancement de sorts pour lui. Hibiki la remercie pour son aide et caresse à nouveau Venez sur la tête, mais cela fait perdre son calme à Claude parce qu'Hibiki ne l'a pas caressé une seule fois. Pourtant, ce chat qui est apparu il y a 10 secondes a reçu tellement d'attention de sa part, et il ne tolérera pas cette injustice. Un instant plus tard, Claude se calme et s'excuse pour son emportement, et Hibiki ignore complètement toute l'affaire tout en demandant à Venez de lui expliquer quelque chose sur la magie, mais Venez est trop choqué par tout ce qui vient de se passer pour ne serait-ce que bouger. Hibiki décide d'emmener Claude et Lilian faire du shopping pour acheter de l'équipement, et après que Claude a choisi son armure, il ressemble à un véritable guerrier. Cela dit,
Hibiki est plutôt surpris par le fait que Claude utilise une lance comme arme principale, car il a toujours supposé qu'un héros n'utiliserait qu'une épée. Claude explique que la lance est l'arme la plus adaptée à sa morphologie, et quant à la raison pour laquelle il ne porte qu'une armure partielle, il ferait bien trop chaud à l'intérieur s'il portait une armure complète. Après Claude, Lilian choisit également de l'équipement, et Hibiki pense que cela lui va bien, mais alors le marchand lui annonce que cela coûtera 25 pièces d'or. Hibiki est d'abord sous le choc car cela semble un prix élevé, mais apparemment, c'est plutôt bon marché pour de l'équipement d'aventurier. Lilian dit à Hibiki qu'il n'a pas besoin d'acheter l'équipement pour elle si cela coûte trop cher, mais Hibiki lui assure que ce n'est absolument pas un problème car sa vie est bien plus importante pour lui qu'un peu d'argent. Mais même s'il dit cela, vu tout ce qu'ils ont déjà dépensé, ils vont bientôt être ruinés s'ils ne terminent pas quelques quêtes rapidement. Et pour aggraver les choses, comme Veni se sent exclu puisque tout le monde reçoit du nouvel équipement, il choisit un collier, ce qui coûte à Hibiki 15 pièces d'or supplémentaires. Plus tard dans la journée, Veni emmène tout le monde dans la plaine afin de donner à Hibiki sa première leçon d'entraînement magique. Hibiki demande si on peut reporter cela à plus tard parce qu'ils doivent d'abord gagner plus d'argent, mais Veni insiste sur le fait que c'est vraiment important, car Hibiki et Lilian manquent de connaissances sur les bases de l'aventure, et encore plus sur les bases de la magie. Veni promet d'apprendre à Hibiki tout ce qu'il doit savoir sur la magie, et Hibiki est excité car il pense que cela signifie qu'il pourra se battre avec la magie. Mais malheureusement, Vini lui dit que le mieux qu'il pourra jamais obtenir est de la magie domestique basique, et Hibiki tombe dans le désespoir en entendant cela car cela signifie qu'il va rester un faible pour toujours. Malgré tout, Veni lui dit qu'il est important d'apprendre à contrôler le pouvoir magique, donc pour leur première leçon, il va faire apprendre à Hibiki comment faire circuler le mana afin qu'il puisse maîtriser le pouvoir magique de Lilian. La première étape pour y parvenir est de l'enregistrer comme groupe responsable. Hibiki lui demande comment il va faire cela, mais avant même qu'il puisse obtenir une réponse, Veni lui mord le doigt, et cela semble avoir suffi à compléter l'enregistrement. Veni s'approche ensuite de Lilian, et il lui dit que désormais, son pouvoir magique va être limité à environ 10% afin qu'elle ne cause pas de dommages à son corps, et plus elle apprendra à contrôler sa magie avec succès, plus elle pourra libérer sa véritable puissance. L'étape suivante du processus est de faire cultiver en duel Hibiki avec Lilian et de faire circuler le mana entre son corps et le sien pour le stabiliser, mais Hibiki n'a aucune idée de comment faire tout cela. Alors Veni demande à Claude d'injecter un peu de son mana dans le corps d'Hibiki afin qu'il puisse en ressentir l'effet. Claude fait comme demandé, et un instant plus tard, Hibiki se retrouve dans un espace vide sans personne autour de lui. Un instant plus tard, il remarque une elfe assise près du lac, alors il s'approche d'elle, et elle l'appelle par le nom de Claude. Hibiki est d'abord confus, mais puis il baisse les yeux vers lui-même et réalise qu'il est vraiment Claude, donc ce doit être les souvenirs de Claude. Le nom de la femme elfe est Anastasia, et Claude a été à ses côtés depuis qu'elle était petite. Ils ont combattu, pleuré et ri ensemble, et Claude avait espéré que les choses resteraient ainsi pour toujours. Mais un jour, Anastasia l'a trahi, massacrant tout un groupe de soldats et tranchant le bras de Claude, le tout avec un sourire sur son visage. Au moment où Hibiki se réveille, il voit Claude se tenir au-dessus de lui demandant s'il est réveillé. Au début, Hibiki est toujours convaincu qu'il est Claude, mais après quelques minutes, on lui rappelle qui il est. Il trouve étrange d'avoir vraiment cru qu'il était Claude pendant un moment, mais Veni explique que c'est probablement parce que le fait que Claude ait partagé son mana avec Hibiki l'a plongé profondément dans la conscience de Claude, donc il a perdu son sens de lui-même pendant un moment. Sur ce, Veni demande à Hibiki s'il a vu quelque chose d'intéressant dans les souvenirs de Claude, mais Hibiki ne se souvient pas vraiment de grand-chose de ce qui s'est passé à part le fait que c'était mauvais. Un peu plus tard, Hibiki s'entraîne à apprendre à utiliser la magie domestique. Pour apprendre la magie, il doit répéter les actions des tâches ménagères encore et encore avant de pouvoir l'apprendre, mais il s'y exerce depuis un moment maintenant, et selon sa peau, il n'a toujours fait aucun progrès dans l'apprentissage de la magie domestique. Juste à ce moment, Lilian et Claude entrent à la recherche d'Hibiki car c'est l'heure du dîner, mais Claude renverse accidentellement un seau, annulant tout le dur travail d'Hibiki qui avait nettoyé le sol. Il implore le pardon d'Hibiki, mais Hibiki dit que ce n'est pas si grave car il peut simplement nettoyer le sol à nouveau. Pendant que Claude réfléchit encore à ce qu'il a fait, Hibiki nettoie à toute vitesse toute la pièce ainsi que tout le couloir. Après avoir terminé, il demande à Sapo si cela suffisait pour débloquer la magie domestique, mais Sapo lui dit qu'il a encore beaucoup de chemin à faire. Juste à ce moment, l'aubergiste vient appeler le groupe pour le dîner, et elle est émerveillée par ce qu'elle voit car le couloir n'a jamais été aussi propre auparavant. Elle demande à Hibiki si c'est lui qui a fait cela, et après qu'il l'a confirmé, elle lui dit qu'elle est très satisfaite, tellement satisfaite, en fait, qu'elle lui offre de lui glisser un peu de lait supplémentaire pendant le dîner. Hibiki n'y pense pas plus, mais elle parlait probablement de le lui donner directement de la source. Plus tard, Hibiki et Lilian continuent leur entraînement magique, et Lilian a déjà appris à invoquer quelques sorts basiques, ce qu'Hibiki trouve très impressionnant. Pendant qu'elle et Veni travaillent à améliorer son contrôle,
Claude s'approche d'Hibiki et lui demande s'il aimerait faire un peu d'entraînement physique aujourd'hui. Hibiki n'est pas exactement contre l'idée, mais il doute d'être assez fort pour utiliser une épée au combat. Mais pas d'inquiétude, car Claude a déjà pensé à cela, c'est exactement pourquoi il a apporté un arc pour qu'Hibiki l'utilise à la place. Il installe une cible sur laquelle Hibiki doit viser, et Hibiki fait de son mieux, mais sans surprise, il est nul au tir à l'arc tout comme pour tout le reste. Cependant, peu importe à quel point Hibiki peut sembler inutile, Claude refuse d'abandonner, alors il ordonne à Hibiki d'étirer son dos, de tirer la corde de l'arc plus loin, et de réessayer. Maintenant qu'Hibiki utilise une forme correcte, ses flèches atteignent au moins l'arbre, mais sa visée est toujours nulle. Hibiki est épuisé car il n'avait aucune idée que le tir à l'arc était si exigeant, car Amelia le rendait si facile, mais Claude lui dit qu'il s'y habituera puis il s'entraînera. Hibiki lui demande s'ils peuvent au moins faire une pause pour aujourd'hui car ses mains sont toutes rouges et enflées, mais Claude lui dit calmement d'arrêter de faire l'idiot. Hibiki peut utiliser la magie de guérison pour soigner ses mains, donc il n'a jamais besoin de faire de pause. Et ainsi, Hibiki est forcé de tirer des flèches encore et encore sur l'arbre. Ailleurs, Amelia est toujours sur son chemin de retour vers sa ville natale, et elle se demande comment va Hibiki. Elle est sûre qu'il serait surpris d'apprendre qu'elle s'est fait des amis pendant son voyage. Steria remarque qu'Amelia semble de bonne humeur à propos de quelque chose, mais Amelia dit qu'elle ne sait de quoi Steria parle. Le chemin devant se divise en deux sections, mais même si Amelia sait que l'un des chemins est plus court, elle suggère tout de même qu'il devrait prendre l'autre chemin. Ivor demande pourquoi, alors Amelia explique que le raccourci traverse une forêt en ruine, et la rumeur dit que les âmes qui hantent cette forêt jouent des tours à quiconque s'approche, il est donc préférable de rester à distance. Cependant, malgré l'avertissement d'Amelia, Ivor pense que la forêt semble intéressante et décide qu'elle veut aller voir. Amelia ne comprend pas pourquoi Ivor voudrait aller dans une forêt hantée, mais Ivor dit que ce genre d'endroit est généralement l'endroit où l'on trouverait un trésor caché, donc cela vaut le coup d'aller voir. Amelia comprend son raisonnement, mais elle est presque sûre que les trésors cachés ont déjà été récupérés par les aventuriers de passage. Cela dit, elle accepte quand même d'y aller car elle est pratiquement ruinée en ce moment, donc s'il y a une chance de trouver un trésor, elle pourrait bien tenter sa chance. Pendant ce temps, du côté d'Hibiki, alors que Lilian continue son entraînement, Hibiki prépare le déjeuner pour tout le monde. Après avoir goûté le repas, il réalise qu'il est un peu fade, alors il s'apprête à ajouter des épices. Lilian veut aider, alors elle tend à Hibiki le sel et le poivre, et quand elle goûte la nourriture, elle la trouve absolument délicieuse. Maintenant que la nourriture est prête, Hibiki sert tout le monde, et ils aiment tous la nourriture qu'il a préparée. Mais en ce qui concerne les accompagnements que Claude a fait, Hibiki essaie de manger un champignon, et dès qu'il prend une bouchée, il réalise que quelque chose ne va pas parce que Claude n'a pas bien nettoyé le champignon. Il remarque également un manque flagrant de pommes sur la table alors qu'il se souvient avoir demandé à Claude d'en chercher. Claude essaie de faire semblant d'avoir oublié, mais Lilian trouve tout un tas de pommes derrière lui, alors elle commence à gronder Claude et lui dit qu'il ne devrait pas cacher ses erreurs. Hibiki demande si Claude sait au moins comment dépecer les monstres, car la plupart des aventuriers sont capables de faire au moins cela. Claude déclare fièrement qu'il est excellent en dépeçage, alors Hibiki lui dit que ce sera son travail à partir de maintenant parce que ses compétences culinaires sont absolument nulles. Claude recule de honte et essaie d'expliquer que son manque de compétences culinaires est dû à la malédiction, et que si Hibiki parvient un jour à supprimer la malédiction, alors il sera vraiment bon en cuisine. Mais ni Hibiki ni Lilian ne le croient vraiment. En parlant de la malédiction, Hibiki demande à Claude s'il sait qui lui a jeté la malédiction. Claude réfléchit une seconde, mais il répond en disant qu'il ne sait pas, et Hibiki ne le questionne pas davantage après cela. Un peu plus tard, tout le monde a fini le dîner pour la journée, alors Hibiki fait la vaisselle dans la rivière quand soudain, on l'informe qu'il a enfin débloqué un sort de tâche ménagère qui lui permet de laver les choses automatiquement. Hibiki est vraiment excité d'apprendre cela, mais Sapo a en fait encore une chose à mentionner, alors elle le prévient qu'un gros sanglier monstre se dirige par ici. Effectivement, il y a vraiment un sanglier monstre, et il semble vraiment en colère pour une raison quelconque, mais Hibiki et les autres ne sont pas vraiment inquiets car Claude est là pour s'en occuper. D'un seul coup de sa lance, le sanglier tombe mort au sol. Même si la menace immédiate a été éliminée, Claude prévient que s'ils ne font rien rapidement avec le sang du sanglier, alors l'odeur du sang attirera encore plus de monstres. C'est là que le nouveau sort appris par Lilian entre en jeu, elle peut l'utiliser pour aspirer et isoler tout le sang du sanglier, donc il ne reste qu'une carcasse propre. Maintenant, Claude prévoit d'utiliser cette opportunité pour apprendre à Hibiki comment dépecer un monstre afin qu'il puisse essayer lui-même la prochaine fois, et Hibiki semble un peu hésitant car le dépeçage semble vraiment dégoûtant. Pendant ce temps, du côté d'Amelia, elle et les autres viennent d'atteindre le fort dans la forêt en ruine, et Ivor est convaincu que s'il y a un trésor, il doit être là-dedans. Amelia et Steria décident d'entrer pour vérifier, et pendant qu'elles sont parties, Ivor vérifie si cet endroit contient l'âme sans repos qu'elle recherche. Mais même s'il y a effectivement des âmes sans repos ici, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Pendant ce temps,
à l'intérieur du fort, Amelia et Steria semblent avoir été victimes des tours fantomatiques ici. Amelia hallucine actuellement qu'elle a trouvé une tonne de trésors, et Steria hallucine qu'elle se guève le visage dans la poitrine d'Amelia. Mais en réalité, aucune de ces choses ne se produit. De retour avec Hibiki, le groupe a fini d'emballer toute la viande de sanglier, et ils se préparent à continuer leur voyage. Mais tout ce travail les a vraiment salis, alors Hibiki veut prendre un bain, mais il n'y a pas de temps pour cela maintenant. Heureusement, il a maintenant le sort de lavage à bulles, alors il dit qu'il veut l'essayer. Mais l'entendre dire cela met Lilian et Claude sur leur garde car, compte tenu de la nullité d'Hibiki en tout, ils ne veulent pas risquer de le laisser utiliser un nouveau sort sur eux. Cependant, il est déjà trop tard pour reculer maintenant, car Hibiki a déjà lancé le sort sur Claude. Et il s'avère que cela fonctionne très bien car Claude ressemble maintenant à un modèle de loup-garou. Hibiki et les autres sont plutôt fauchés en ce moment après toutes les dépenses qu'ils ont engagées, alors il suggère qu'ils devraient enfin commencer à accepter des quêtes d'aventuriers pour gagner un peu d'argent. Tout le monde est d'accord là-dessus car Hibiki et Lilian sont devenus pas mal plus forts après tout leur entraînement, mais Claude insiste pour qu'ils commencent uniquement avec des missions de rang F. Après cela, ils vont à Juel pour s'enregistrer officiellement en tant qu'aventuriers, et une fois que c'est fait, Claude sélectionne un tas de quêtes de rang F pour eux. Hibiki lui demande pourquoi ils en prennent autant, alors il rappelle à Hibiki que les quêtes de rang F ne rapportent presque rien, donc s'ils veulent gagner de l'argent, ils doivent en accomplir plusieurs à la fois. Parmi toutes les quêtes, Claude remarque qu'une d'elles a un rang assez élevé. La quête consiste à trouver un bandit en fuite, mais le seul indice disponible sur l'identité de ce bandit est la voilure de sa queue, et ce n'est pas grand-chose, c'est pourquoi le rang de la quête a été augmenté. Hibiki n'a pas vraiment l'intention de s'impliquer avec des bandits, alors il décide d'ignorer cette quête et de continuer avec les missions qu'il a actuellement. Un peu plus tard, Hibiki est dans la forêt en train de chasser, et il a trouvé un lapin près de lui, alors il lève son arc pour voir s'il peut l'abattre de là. Après plusieurs tentatives ratées, Hibiki parvient à tuer le lapin, et même si ce fut une piètre démonstration de tir à l'arc, au moins Hibiki a finalement touché sa cible cette fois, ce qui est une nette amélioration. Un peu plus tard, Lilian et Veni reviennent après avoir cueilli des fruits dans les bois appelés Machikacha. Ils sont principalement utilisés comme marqueurs pour ne pas se perdre en voyageant dans la forêt, et pour démontrer, Lilian en lance un sur un arbre, le recouvrant de jus aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pendant ce temps, du côté d'Amalia, son groupe a installé le camp pour la nuit, et ils approchent de la frontière du royaume elfe, donc leur voyage est presque terminé. Ival est assez déçue de la tournure des événements car elle n'a trouvé aucune trace de l'âme de la femme qu'elle recherche, et Amalia ne sait toujours pas qu'Ival n'a accepté de venir qu'à cause de sa recherche et non parce qu'elle voulait être son amie. Elle lui offre même un bracelet d'amitié spécial qui l'alertera si jamais quelque chose de mauvais arrive à Ival afin qu'elle puisse venir la secourir immédiatement, et Ival l'accepte, décidant qu'elle peut aussi bien continuer à faire semblant d'être l'amie d'Amalia. Le lendemain, Hibiki se rend en ville avec Claude et Lilian, et il dit qu'ils peuvent se faire un bon repas aujourd'hui puisqu'ils ont gagné beaucoup d'argent hier. Cueillir des herbes était plutôt facile grâce à la compétence d'Hibiki, et il en a cueilli tellement que l'employé a commencé à soupçonner qu'il avait fait quelque chose d'illégal pour les obtenir. Juste à ce moment-là, alors qu'il marchait, Hibiki tombe par hasard sur Bol, et cela faisait un moment qu'il ne l'avait pas vu car il était en voyage d'affaires dans la capitale. Bol est heureux de revoir Hibiki et lui demande s'il a réussi à gagner du muscle depuis la dernière fois, mais Hibiki n'a pas grand-chose à montrer pour ses efforts, alors Bol lui propose de lui donner quelques conseils sur la façon de construire un physique parfait. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Claude se place devant Hibiki et dit à Bol qu'il est la seule personne autorisée à entraîner Hibiki, donc Bol n'a pas le droit de s'immiscer ainsi. Bol lui dit qu'il fait un travail terrible pour l'entraîner puisqu'il n'a clairement pas assez de muscles pour être un aventurier efficace, mais Claude pense que se faire de gros muscles ne fera que ralentir Hibiki, donc cela ne sert à rien de faire de la musculation. Les deux commencent vraiment à s'agacer mutuellement, alors ils dégainent tous leurs armes et s'attaquent. Claude essaie de plaquer Bol au sol, mais les muscles épais de Bol le rendent aussi solide qu'un mur de briques, donc il ne bouge pas d'un pouce. Il commence alors à faire pression sur Claude, et l'onde de choc de leur affrontement commence à causer des dégâts collatéraux, alors Hibiki commence à se demander à quel point Bol est vraiment fort. Il demande à Sapo de l'analyser, et après qu'elle l'ait fait, il s'avère que les statistiques de Bol sont absolument monstrueuses, donc Claude ne peut pas gagner ce combat. Bol dit à Claude d'abandonner maintenant et le repousse parce qu'il est clairement plus fort, mais Claude refuse de reculer. Cependant, avant que les deux ne puissent recommencer à se battre, Juel arrive après avoir entendu tout le vacarme, et elle les frappe avec une vague de magie de glace pour arrêter le combat. Après que Claude et Bol aient été neutralisés, soudain, une grosse femme arrive en courant dans la rue, criant que quelqu'un vient de lui voler son porte-monnaie, et en parlant de voleur, Veni demande à Hibiki où est passé son sac d'argent. Hibiki n'avait aucune idée que le sac avait disparu, mais Juel lui dit qu'à son arrivée, il ne tenait aucun sac. Elle suppose que c'est l'œuvre du bandit dont elle lui a parlé hier, et il est mortifié car tout son dur travail vient d'être gâché.
Juel s'excuse pour sa perte, mais elle ne peut pas faire grand-chose pour l'aider puisqu'ils n'ont aucune information sur l'apparence du bandit. Tout ce qu'ils savent, c'est que le bandit peut parfois faire ressembler sa queue à un serpent, et qu'il cible généralement les personnes riches quand ils volent. Ce n'est vraiment pas beaucoup d'informations, mais ils doivent faire quelque chose pour récupérer leur argent, alors ils élaborent un plan et font déguiser Hibiki en fille pour attirer le bandit sans qu'il ne le reconnaisse. L'idée est que s'ils laissent un faux sac d'argent sur le bord de la table, alors quand le voleur tentera inévitablement de venir le voler, ils pourront l'attraper la main dans le sac, et Claude attend à une table voisine pour tabasser le bandit pour avoir volé Hibiki. Peu après, le serveur vient prendre la commande d'Hibiki, et Hibiki décide de commander des pancakes, mais après que le serveur lui ait apporté sa commande, Claude se lève soudainement et crie qu'ils ont été piégés car il s'avère que le serveur était le bandit depuis le début, et elle vient de voler le faux sac qu'ils avaient laissé sur la table, et elle est en train de s'enfuir pendant qu'il parle. Heureusement, ils avaient pensé à l'avance et avaient mis du jus de fruits machikashika dans le sac, donc ils peuvent suivre la trace et retrouver le bandit dans un club souterrain. L'endroit a l'air louche, mais tout le monde ici est plutôt sympathique, et rien d'illégal ne se passe, alors ils commencent à se demander ce qu'un bandit ferait ici, mais juste à ce moment-là, une femme en hoodie frôle Hibiki, et Claude trouve qu'elle lui semble familière, alors il demande à Hibiki d'utiliser sa compétence d'évaluation sur elle, et effectivement, il découvre que la femme est bien la bandite. Ils la suivent dans une ruelle, et Claude lui coupe la route par l'avant pendant qu'Hibiki et Lilian lui coupent la route par l'arrière. Fauna fait semblant de ne pas comprendre et leur demande s'il y a un problème, mais Hibiki sait déjà avec certitude qu'elle est la bandite car sa compétence d'évaluation lui a tout montré, y compris son nom complet et le fait qu'elle a une compétence spéciale de transformation de la queue. Fauna réalise qu'il ne sert plus à rien de se cacher s'il sait déjà tout cela sur elle, alors elle enlève sa cape pour se révéler, et Claude trouve clairement qu'elle est belle. Fauna dit qu'elle sait qu'Hibiki essayait de la piéger avec le faux porte-monnaie qu'il avait posé sur la table plus tôt, mais elle a aussi réussi à lui prendre le vrai quand elle l'a frôlé tout à l'heure. Bien que le contenu ne soit pas aussi impressionnant que le sac qu'elle lui a volé plus tôt. Il ne lui reste plus qu'à s'échapper, alors elle frappe sur du bois à proximité, ce qui fait s'effondrer un tas de bois en direction d'Hibiki et Lilian, forçant Claude à aller les sauver, donnant ainsi assez de temps à Fauna pour s'enfuir. Claude et Lilian se retrouvent ensevelis sous le bois et ne pourront pas sortir avant un moment, donc c'est à Hibiki de poursuivre Fauna seul. Il fait de son mieux, mais alors qu'il poursuit Fauna, il finit par tomber dans l'un de ses pièges et se retrouve suspendu par les pieds. Fauna est surprise car même si elle est une maître des pièges, il est presque incroyable qu'un évaluateur tombe dans un piège aussi simple. Juste à ce moment, elle regarde de plus près le short d'Hibiki, et elle est choquée de découvrir qu'il est en fait un garçon. Elle lui demande pourquoi il est déguisé en fille, et Hibiki dit qu'il l'a fait pour l'attirer comme appât, mais même si c'était le cas, cela n'explique pas pourquoi il portait encore la robe après avoir découvert qui elle était. Fauna s'intéresse beaucoup à Hibiki car elle le trouve plutôt mignon, alors elle lui propose un marché et dit qu'elle est prête à lui rendre son argent, mais en échange, il devra faire quelque chose pour elle. Hibiki lui demande si elle veut qu'il évalue des objets volés pour elle, et c'est à peu près l'idée. Elle veut savoir si les choses qu'elle vole valent réellement quelque chose ou non, alors elle emmène Hibiki dans un bar du centre-ville et commence à lui montrer des objets de sa réserve l'un après l'autre. Le premier objet est une bague incrustée de joyaux, et après l'avoir évaluée, Hibiki confirme qu'elle est bien authentique. Cependant, on ne peut pas en dire autant du deuxième objet car bien qu'il ressemble à un collier de perles, ce n'est en fait qu'un collier de cailloux quelconque qui ressemble par hasard à des perles. Voyant que les compétences d'évaluation d'Hibiki sont authentiques, Fauna glisse un bracelet en bois vers lui, et Hibiki est un peu surpris car cet objet n'a pas vraiment l'air d'avoir de valeur, mais il l'évalue quand même et dit à Fauna que c'est un bracelet en bois ordinaire avec une inscription. En entendant cela, Fauna se redresse et demande à Hibiki s'il peut lui dire ce que dit l'inscription, alors Hibiki lui dit que cela dit simplement « merci ». Et Fauna est incroyablement heureuse de l'entendre. Elle explique que le bracelet était le dernier cadeau qu'elle ait reçu de sa sœur, et elle essaie de comprendre ce que dit l'inscription depuis longtemps, mais personne n'a jamais pu déchiffrer ce qu'elle disait, ce qui est logique puisque la sœur de Fauna ne savait pas vraiment écrire, donc cela ressemble à un tas de non-sens, mais l'évaluation d'Hibiki a pu lire l'intention derrière les gribouillis, même s'ils étaient illisibles. Hibiki demande si la sœur de Fauna sait qu'elle est une voleuse, mais Fauna lui dit que sa sœur est en fait morte depuis longtemps. Elle a été mêlée à des combats chez elle et n'en est pas sortie vivante. Fauna demande à Hibiki d'où il vient, et Hibiki dit qu'il vient d'un endroit lointain, alors Fauna lui dit que s'il a une maison où retourner, il ferait mieux d'y retourner car s'il la perd, il n'aura nulle part où aller. Il ne comprend peut-être pas vraiment de quoi elle parle, mais si Claude vient du même endroit qu'elle, alors elle est sûre qu'il doit avoir un passé aussi sombre que le sien. Quoi qu'il en soit, elle va partir maintenant, et comme promis, en retour de l'aide d'Hibiki, elle lui rend son argent. Elle l'embrasse aussi sur la joue et dit qu'elle a hâte de le revoir. Plus tard, Hibiki rejoint les autres et leur raconte ce qui s'est passé, et même si Fauna s'est échappé, au moins il a réussi à récupérer son argent. Pendant qu'il est là,
Bol mentionne également qu'il a entendu dire qu'il y a un groupe dans la capitale qui a grandi très rapidement récemment. Il s'appelle les tueurs de cadavres, et ils chassent principalement les morts vivants, mais Hibiki n'avait aucune idée que les zombies existaient dans ce monde, donc il a honnêtement un peu peur, d'autant plus qu'il y a une chance qu'il croise un jour des zombies également. Plus tard, Hibiki et les autres se préparent pour aller dormir, et Hibiki pense à tout ce qu'il a appris aujourd'hui, mais Claude lui dit qu'il apprendra encore plus de choses quand il partira finalement en voyage. Hibiki y réfléchit, et l'idée de partir en voyage lui plaît, d'autant que ce serait un bon moyen pour lui de trouver comment retourner dans son monde, mais quand Lilian entend qu'Hibiki veut retourner dans son monde, elle se fiche parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'il veuille les quitter. Hibiki n'y avait pas vraiment pensé avant, mais retourner chez lui signifie vraiment qu'il abandonnerait tout ce qu'il a ici, et il ne sait pas si c'est ce qu'il veut vraiment. Pendant ce temps, le groupe d'Amalia se rapproche du village elfe, mais alors qu'il marche, Amalia mentionne le fait qu'elle a reçu un message de l'esprit lui disant que quelque chose de précieux a atterri dans la partie et de la forêt de Ralph, et dès qu'Ival entend cela, elle pense que cela pourrait être une bonne piste pour sa recherche, alors elle arrête de faire semblant d'être l'amie d'Amalia et l'abandonne pour continuer sa recherche. Quelque temps plus tard, Ival semble avoir trouvé l'âme qu'elle recherchait, et désormais, il ne lui reste plus qu'à retrouver un gars nommé Claude, ce qui, selon elle, devrait être facile puisque la dernière fois qu'elle a entendu parler de lui, il était gravement affaibli et avait perdu quelques-uns de ses membres. De retour dans la ville, Claude demande à Hibiki s'il souhaite vraiment rencontrer les sages, et Hibiki confirme, alors Claude lui dit qu'ils vont devoir se rendre dans la ville de Thérodinus. Hibiki n'a jamais entendu parler d'un tel endroit, alors il demande où cela se trouve, et Veni explique que Thérodinus est vers le nord. Le moyen le plus rapide pour y arriver serait de prendre un raccourci à travers le donjon du nord, mais Hibiki ne sait pas non plus ce qu'est un donjon. Claude lui explique qu'un donjon est un endroit dangereux rempli de toutes sortes de monstres, et pour cette raison, il ne pense pas que ce soit une bonne idée d'y passer, du moins pas avant de s'être beaucoup plus entraîné. Juste à ce moment-là, Bol entre par hasard, et il voit que le groupe est en pleine conversation sérieuse, alors il leur demande ce qui ne va pas. Hibiki explique que lui et Lilian ne sont pas assez forts pour entreprendre un voyage qui traverse un donjon, et en entendant cela, Bol lui dit de ne pas s'inquiéter car il a la solution parfaite à son problème. Plus tard dans la journée, il emmène Hibiki dans la forêt et lui dit qu'il est temps de commencer enfin à se muscler. Claude n'aime pas l'idée que Bol empiète sur son temps d'entraînement, mais il doit admettre que si Hibiki veut progresser de manière significative, il doit devenir plus fort, et Hibiki est prêt à faire de son mieux. Cependant, l'entraînement de Bol est un peu trop pour le corps d'Hibiki car il consiste à jongler avec des pierres, à casser des noix entre ses doigts et à pêcher des rochers, mais malgré sa difficulté, Hibiki continue de faire de son mieux. Pendant ce temps, sur le côté, Veni remarque que Lilian a l'air un peu triste, alors il lui demande ce qui ne va pas. Lilian explique qu'elle est contrariée parce que Hibiki travaille si dur uniquement parce qu'il veut retourner dans son monde d'origine, et cela signifie qu'il va la laisser derrière lui. Veni ne peut pas dire si Hibiki a vraiment l'intention d'abandonner Lilian ou non, mais quelles que soient ses intentions, il est toujours la même personne que lorsque Lilian l'a rencontré, donc elle ne devrait pas changer sa façon de penser à lui simplement parce qu'il veut rentrer chez lui. Juste alors, Tanya vient regarder Hibiki s'entraîner, et tard dans la soirée, Hibiki s'exerce à nouveau au tir à l'arc, mais il est toujours nul. Quand il a fini de s'entraîner, Hibiki est absolument épuisé, mais il ressent un sentiment d'accomplissement parce qu'il a très bien travaillé aujourd'hui. Il demande à Sapo de lui montrer ses statistiques pour voir à quel point il a progressé, mais à sa grande surprise, ses statistiques sont exactement les mêmes qu'avant qu'il ne commence l'entraînement. Claude et Bol trouvent cela étrange, car Claude est sûr que la quantité de pratique du tir à l'arc qu'Hibiki a faite aurait dû suffire pour acquérir une compétence d'archerie, et Bol est certain que la force d'Hibiki aurait dû augmenter d'ici là. Mais aucun des deux ne peut s'accorder sur une raison pour les statistiques stagnantes d'Hibiki, alors il commence à se rejeter la faute. Un peu plus tard, tout le monde se baigne dans la source chaude, et Claude passe un bon moment car cela faisait un moment qu'il n'avait pas eu l'occasion de se détendre ainsi. En entendant Claude dire cela, Hibiki se souvient que Claude a un passé vraiment tragique, et il aimerait en savoir plus, alors il demande à Claude d'où il vient. Claude explique qu'il vivait autrefois dans un royaume appelé Béastronia, mais la ville a été détruite, et tous ses amis et sa famille ont été tués dans le processus. Hibiki présente ses condoléances, mais Claude lui dit que ce n'est pas nécessaire car c'était il y a longtemps, et désormais, tout ce qui importe à Claude, c'est de rester aux côtés d'Hibiki aussi longtemps que possible. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde est assis autour du feu de camp, Lilian s'excuse auprès d'Hibiki d'avoir été si distante récemment, mais elle dit qu'elle ne veut vraiment pas qu'il parte parce qu'elle tient à lui. Cela dit, elle comprend qu'il serait égoïste de sa part de lui demander d'abandonner l'idée de rentrer chez lui pour elle, alors à la place, elle lui offre un cadeau. Hibiki lui demande ce que c'est, alors Lilian lui explique que c'est une boisson conçue pour aider contre l'épuisement. Elle ne sait pas quoi faire pour soutenir Hibiki dans sa quête pour rentrer chez lui, donc c'est le meilleur qu'elle ait pu trouver, et Hibiki est sincèrement touché par son geste attentionné, alors il la boit avec une grande gratitude. Pendant ce temps,
Du côté d'Amalia, elle est enfin de retour au village elfe, et elle prend actuellement un bain pour soulager tout le stress du voyage, mais elle est un peu déçue de ne pas encore avoir eu l'occasion de voir son père, d'autant plus que c'est lui qui l'a rappelé si soudainement. Quand elle a fini son bain, Ival et les autres servantes apportent une robe pour qu'Amalia l'essaie, et elle est un peu confuse car ce n'est pas comme si elle était ici pour une fête, mais Stelia lui dit qu'ils organisent justement une fête. Le roi organise un festin plus tard dans la journée, et il veut qu'Amelia y assiste, c'est pourquoi il lui a offert cette robe. Amelia est maintenant furieuse et demande à Stelia si cette fête est la seule raison pour laquelle son père lui a demandé de revenir, et pour autant que Stelia sache, c'est exactement ce qui s'est passé. Un peu plus tard, dans la forêt, Ival a réussi à retrouver Claude et les autres du groupe d'Hibiki, et elle se cache en attendant de les intercepter. Hibiki et les autres sont ici pour chasser un loup rubis argenté, mais à leur grande surprise, même si tout indique qu'un loup rubis argenté se trouve à proximité, le scan d'Hibiki lui dit qu'il n'y a rien à proximité. Ils pensent que quelque chose cloche, et juste à ce moment-là, ils entendent un bruissement dans les buissons, alors Claude lève sa lance et se prépare à attaquer, mais Ival joue la comédie de la spectatrice innocente pour les convaincre qu'elle n'est pas une menace. Le stratagème fonctionne sur Hibiki, alors il dit à Claude de ranger son arme, et sur l'ordre d'Hibiki, Claude obtempère. Hibiki ne la voit pas comme une menace immédiate, mais il trouve toujours étrange que son scan ne l'ait pas détecté du tout, alors il commence à évaluer Ival pour voir si elle présente quelque chose de suspect. Ival réalise qu'Hibiki doit être en train de l'évaluer, alors elle se tend un peu, mais même après qu'Hibiki a fini son évaluation, il ne trouve rien d'anormal dans la fenêtre de statistiques d'Ival. Maintenant qu'il croit tous qu'Ival a été blanchi, elle s'approche de Claude et commence à lui toucher le bras, prétextant vouloir vérifier ses muscles, mais en réalité, elle voulait simplement vérifier s'il s'agissait d'un vrai bras ou non, car elle aurait juré le lui avoir coupé toutes ces années auparavant. Les autres commencent à soupçonner à nouveau car Ival touche le bras de Claude depuis un moment, alors il lui demande ce qu'elle fait ainsi en pleine forêt, et Ival invente une excuse, disant qu'elle était poursuivie par un loup rubis argenté et qu'elle a fini par courir jusqu'ici. Hibiki est excité après avoir entendu cela, puisque c'est le loup que lui et les autres recherchent, alors il lui demande où il est allé, et Ival l'informe que le loup a couru plus profondément dans la forêt. Après avoir dit cela, Ival remarque que Lilian la regarde depuis un moment, presque comme si elle avait compris quelque chose, alors elle décide de partir avant d'être découverte. Après le départ d'Ival, ils admettent qu'elle les a tous un peu mis mal à l'aise, mais Hibiki vérifie sa carte et découvre qu'il y a vraiment un loup dans les bois, alors ils décident d'y aller. Ils finissent par retrouver le loup, et ils s'apprêtent à le neutraliser, mais juste à ce moment-là, Sapo avertit Hibiki qu'il est en danger. Quand il vérifie la carte, il y a maintenant des douzaines de loups qui l'entourent de tous côtés, et quelques instants plus tard, Hibiki se fait lacérer l'épaule par l'un des loups. Celle qui est derrière l'attaque est Ival, et elle est actuellement assise dans un arbre à proximité tout en contrôlant les loups. Elle ne comprend pas comment Claude a réussi à faire repousser ses membres ou à se débarrasser d'une partie de sa malédiction, mais elle dit que cela n'aura pas d'importance tant que ces loups le dévorent vivant. Lilian essaie d'utiliser une potion de soin pour guérir la blessure d'Hibiki, mais cela ne fonctionne pas pour une raison quelconque, et à ce rythme, ce n'est qu'une question de temps avant qu'Hibiki ne meure d'une perte de sang. Puis il dit à Lilian d'utiliser le sort de maintien sur Hibiki pour le moment afin d'arrêter le saignement, mais ce n'est qu'une solution temporaire au problème, donc ils doivent trouver un moyen de traiter Hibiki avant qu'il ne soit trop tard. Claude dit à Lilian de ramener Hibiki en ville car il est sûr que Bold doit avoir un moyen de l'aider, mais Lilian ne veut pas l'abandonner. Claude lui assure qu'il s'en sortira tout seul, mais s'il ne sort pas Hibiki d'ici maintenant, il va certainement mourir. Lilian accepte à contre-cœur et invoque un golem lion pour la transporter, elle et Hibiki, alors qu'ils s'échappent vers la ville, et Claude monte la garde pour protéger leur fuite, mais il réalise bientôt que quelque chose cloche. Il était prêt à empêcher les loups de poursuivre Hibiki, mais il ne semble pas du tout se soucier d'Hibiki et Lilian. En fait, il semble cibler Claude spécifiquement, et alors que Claude observe attentivement l'un des loups, il peut voir dans le regard du loup qu'ils sont contrôlés, et il a le sentiment qu'Anastasia est derrière tout cela. Pendant ce temps, du côté de Lilian, alors qu'elle se dirige vers la ville, une meute de loups différentes se met soudainement à la poursuivre, et ce serait vraiment grave s'il se faisait attraper, alors Lilian emmène Hibiki dans une grotte voisine pour se cacher des loups. Une fois à l'intérieur, elle utilise la magie de terre pour tenter de bloquer l'entrée par mesure de sécurité. Cependant, les loups commencent à utiliser leurs lianes pour briser le blocus, et ils n'ont nulle part où fuir pendant qu'ils sont ici, alors Lilian commence désespérément à utiliser la magie de vent pour essayer de tenir les loups à distance, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne manque d'endurance. C'est donc une situation désespérée. Pendant tout cela, Hibiki ne peut que rester allongé sur le sol car il ne peut toujours pas bouger son corps. Il demande à Sapo de scanner son corps ou de comprendre ce qui ne va pas chez lui, et on l'informe qu'il a été empoisonné lors de l'attaque, c'est pourquoi il ne peut pas bouger et pourquoi son saignement n'a pas pu être arrêté par une potion de santé. Hibiki demande à Sapo de lancer des sorts de guérison sur lui-même,
Mais Sapo lui dit qu'en raison de son corps et de son esprit affaibli, il ne peut pas lancer ses sorts pour le moment, donc cela va prendre du temps pour les activer. Cependant, Hibiki n'a pas de temps à attendre car Lilian est sur le point de craquer en essayant de le défendre, et Claude est là-bas à se battre tout seul, et Hibiki veut désespérément cesser d'être inutile pour une fois et aider ses amis, alors il pousse de toutes ses forces, essayant de se faire bouger. Toute la détermination qu'Hibiki vient de montrer a dû avoir un effet sur le système, car un instant plus tard, Sapo informe Hibiki que son niveau de métier vient de passer du niveau 5 au niveau 15. En conséquence, Hibiki peut maintenant lancer le sort d'hyper-guérison pour éliminer le poison de son système, et une fois qu'il est de nouveau sur ses pieds, il veut aider Lilian, alors Sapo lui dit d'utiliser un sort d'invocation de bête sacrée. Soudain, un énorme tigre blanc apparaît. C'est Veni sous sa vraie forme, Veni Azilian, la bête sacrée de la foudre, et il est capable de décimer les loups en une seule fois. Après la disparition des loups, Hibiki demande à Veni si c'est vraiment à cela qu'il ressemble, et Veni explique que grâce au sort d'invocation qu'Hibiki a lancé, il peut temporairement accéder à toute sa puissance, bien que cela ne dure pas très longtemps. Hibiki veut aller sauver Claude, alors il demande à Sapo s'il peut relancer le sort sur Veni, mais Sapo lui dit que le sort a un long temps de recharge, donc il ne pourra pas le relancer de sitôt. Si c'est le cas, alors Hibiki dit qu'il va devoir faire quelque chose lui-même, mais Veni l'avertit que le gros monstre qui a attaqué là-bas était un loup diamant argenté, et il n'a aucune chance contre quelque chose comme ça, mais Hibiki refuse de laisser Claude mourir. Il est sûr que Claude voudrait qu'ils s'échappent pendant qu'ils le peuvent, mais tout comme Claude veut les protéger, Hibiki veut aussi protéger Claude, et Lilian est d'accord avec lui. Juste à ce moment-là, Sapo dit à Hibiki qu'il a maintenant accès à un objet appelé le bâton du dieu de la médecine, et il peut apparemment guérir complètement tous les êtres dans un certain rayon, mais il y a quelques inconvénients. Cependant, avant que Sapo n'ait pu dire à Hibiki quels étaient ces inconvénients, il avait déjà activé la capacité, et à cet instant, lui et Lilian sont complètement guéris, et une plantule pousse du sol, créant un arc. Hibiki ramasse l'arc, et dès qu'il le touche, on l'informe qu'il a gagné la compétence de tir à l'arc spirituel. Hibiki se souvient que le tir à l'arc spirituel était la même compétence qu'Amalia avait, alors il l'essaie, et avec cet arc, il est capable de tirer des flèches parfaitement, il a donc enfin un moyen de se battre par lui-même, et il va utiliser ce pouvoir pour sauver Claude. Ils partent tous à toute vitesse sur l'un des golems lions de Lilian, mais alors qu'ils se dirigent vers Claude, son scanner détecte 3 groupes de loups qui se dirigent vers eux depuis les 3 directions. Ils ne peuvent pas se permettre de subir des retards s'ils veulent sauver la vie de Claude, mais s'ils laissent ces loups derrière eux et courent en avant, ceux-ci les bloqueront par derrière. Hibiki suggère donc d'éliminer tous les loups d'un seul coup. Tout d'abord, il vise les loups devant, mais même si l'arc lui offre un grand bonus de précision, il lui est très difficile de viser alors qu'il voit à peine devant lui. Heureusement, Sapo trouve une solution et dit à Hibiki d'utiliser la capacité d'œil expert en tandem avec son arc. Lorsqu'Hibiki le fait, cela lui donne essentiellement un verrouillage automatique de la visée. Tant qu'il identifie clairement la cible qu'il essaie d'atteindre, ses flèches ne manqueront jamais leur but. En tirant, chacune de ses flèches fait un tir à la tête, et il est honnêtement un peu effrayé par l'efficacité de cette chose pour tuer, mais il n'a pas le temps de s'en inquiéter pour l'instant. Il y a encore 2 groupes de loups qui approchent par les côtés, alors Veni dit à Lilian d'utiliser sa magie pour les éliminer. Elle obtempère, utilisant un puissant sort de vent pour anéantir le premier groupe de loups et un sort de bois pour empaler le second groupe, l'un après l'autre. Tous les loups ont été éliminés, donc rien ne les empêche d'atteindre Claude, mais Hibiki est sincèrement surpris que de simples loups aient été assez intelligents pour concevoir une attaque en tenaille comme celle-ci. Veni explique que ce ne sont pas les loups eux-mêmes qui ont imaginé cette stratégie. C'est l'œuvre du loup argenté diamant qui les dirige. Hibiki demande si cela signifie que le loup diamant est responsable de tout cela, mais Veni n'en est pas si sûr car il soupçonne que la femme qu'ils ont rencontrée plus tôt est probablement la véritable coupable, d'une certaine manière. Après tout, ils ne seraient jamais allés aussi loin dans la forêt et ne seraient pas tombés dans ce piège si elle ne les avait pas conduits ici, et pour une raison quelconque, Veni a l'impression d'avoir déjà vu son visage quelque part. Pendant ce temps, Ival regarde le combat de Claude avec un sourire sur son visage, et elle espère qu'il souffrira de plus en plus afin de pouvoir corrompre de plus en plus l'âme qu'elle convoite. Claude combat sans arrêt depuis plusieurs minutes maintenant, et bien qu'il ait réussi à éliminer la majorité des loups, il est déjà très gravement blessé, et le loup diamant représente toujours une grande menace pour lui. Regarder le loup lui rappelle beaucoup Anastasia, et il peut dire qu'elle est là, quelque part à l'intérieur, alors il lui demande pourquoi elle lui fait cela, mais le loup hurle et charge Claude. Claude fait de son mieux pour se défendre, mais il est déjà trop tard car le loup esquive son attaque et arrache un morceau de l'abdomen de Claude, ce qui lui fait cracher du sang et tomber. Le loup s'apprête à achever Claude, mais à ce moment-là, Hibiki tire une flèche directement sur sa tête. Cependant, à sa grande surprise, le loup bloque la flèche avec facilité, même si elle était parfaitement visée. Hibiki ne comprend pas comment son tir a pu échouer, mais Veni lui explique que les loups diamants ont une compétence innée appelée bouclier d'adamantine,
Et bien que la précision d'Hibiki soit désormais parfaite, la puissance de ses tirs reste limitée, donc il ne pourra pas contourner le bouclier. Sachant qu'Hibiki n'est pas une réelle menace, le loup ignore tous ses tirs suivants et se tourne à nouveau vers Claude pour l'achever. Hibiki et les autres sont impuissants à faire quoi que ce soit car ils sont trop loin pour arrêter le loup physiquement, mais heureusement, poussé par le désespoir, Hibiki active accidentellement la fonction d'invocation de son contrat avec Claude, ce qui lui permet d'invoquer Claude à ses côtés. Claude est sauf pour l'instant, mais il est toujours gravement blessé et perd son sang, alors Hibiki se prépare à le soigner immédiatement. Et pour s'assurer que le loup n'interfère pas, Lilian utilise toute sa puissance pour dresser un rideau devant. Cela arrête net le loup, mais il change immédiatement de tactique et commence à lancer des rochers sur le rideau devant, essayant de le briser. Lilian parvient à le retenir pour l'instant, mais elle ne tiendra pas très longtemps, donc Hibiki doit se dépêcher de soigner Claude. Il demande au système d'analyser l'état de Claude, et à sa grande surprise, il découvre que Claude est également affecté par le cerf du poison. Il commence donc par éliminer le poison du corps de Claude. Pendant qu'il le fait, il se demande comment le loup a pu empoisonner Claude en premier lieu puisqu'il ne produit pas naturellement le cerf du poison, alors il scannait son corps à travers le vent, et il découvre que le loup est en fait affecté par le cerf du poison, ce qui explique pourquoi ses attaques propagent le poison aux autres. Une autre chose qu'Hibiki remarque, c'est que le loup semble servir une femme nommée Anastasia. Il a l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part ailleurs, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus jusqu'à ce qu'il se souvienne enfin qu'Anastasia était la femme de l'histoire de Claude qui l'a trahi. Pour l'instant, Hibiki doit s'occuper de l'état de Claude, alors il tente d'utiliser guérison parfaite, mais reçoit un message d'erreur lui indiquant qu'il ne peut pas utiliser ce sort car il n'a pas assez de PM. Tout le PM qu'Hibiki utilise pour lancer ses sorts provient de Lilian, mais comme elle est en train de brûler énormément de PM pour maintenir la barrière, elle doit être sur le point d'être à court. Ainsi, Hibiki décide d'utiliser un sort de guérison ordinaire sur Claude pour au moins l'aider à se remettre de ses blessures mortelles. Lorsqu'Hibiki a terminé, les blessures de Claude sont guéries, mais il ne s'est toujours pas réveillé, et pour aggraver les choses, Lilian n'a plus du tout de PM maintenant, donc le rideau de vent tombe, et le loup s'apprête à attaquer à nouveau. Hibiki brandit son arc et vise le loup, sachant parfaitement que ses flèches ne lui feront pas vraiment de mal, mais il n'a pas beaucoup d'autres options. Le loup charge Hibiki et, comme prévu, la flèche d'Hibiki rebondit sur son bouclier, mais juste au moment où le loup s'apprête à le déchiqueter, Claude se relève et arrête le loup à main nue. La force de Claude est insuffisante pour dominer le loup, mais sa peau active la compétence mode éveillé pour Hibiki, lui permettant d'exploiter le potentiel caché de Claude, annulant essentiellement la malédiction et lui rendant toute sa force. Avec sa puissance restaurée, Claude repousse le loup de plusieurs mètres d'un seul coup de poing, puis il demande à Hibiki de bien vouloir l'attendre pendant qu'il va achever ce loup. Hibiki lui demande comment il va faire alors qu'il a perdu son arme, mais Claude ouvre simplement sa main et matérialise sa véritable arme spirituelle. Il saute alors dans les airs et active l'une de ses compétences spéciales, gravité ciblée. Cette compétence lie la cible et garantit que, peu importe ses efforts pour esquiver ou éviter, sa lance frappera quand même. Une fois le loup lié, Claude lance sa lance, éventrant le loup ainsi que la moitié de la falaise. Lorsque la poussière retombe, il ne reste plus que la tête du loup, et lorsqu'Hibiki l'évalue, il apprend que le fragment d'âme corrompu d'Anastasia, qui était lié au loup, a été libéré. Cela donne l'impression qu'Anastasia était la femme contrôlée plutôt que l'inverse, ce qui rend Hibiki plutôt confus. Juste alors, il entend une voix derrière lui le remercier de l'avoir libérée, car maintenant elle ne sera plus forcée de commettre des actes maléfiques contre sa volonté. Elle s'excuse également pour tout ce qu'elle a fait à Claude et pour toutes les souffrances qu'elle lui a causées, mais il devrait maintenant pouvoir enfin vivre en paix, et après avoir dit cela, elle s'évanouit. Un instant plus tard, Claude s'approche d'Hibiki pour voir s'il va bien, et Hibiki lui dit qu'il va bien, mais plus important encore, il lui demande si cela signifie que la malédiction de Claude a enfin été levée. Claude confirme en effet qu'il ne ressent plus les effets de la malédiction, mais il ne pense pas que cela va durer très longtemps. Comme Claude le soupçonnait un instant plus tard, Hibiki reçoit un message lui indiquant que la durée du mode éveillé est terminée, donc la puissance de Claude est à nouveau restreinte. Claude dit à Hibiki qu'il y a quelque chose dont il veut parler, alors il raconte toute l'histoire de ce qui s'est passé entre lui et Anastasia et comment elle l'a trahi pour rejoindre ceux qui ont jeté la malédiction sur lui, mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent se débarrasser de la malédiction en vainquant Anastasia parce que ce n'est pas elle qui a personnellement placé la malédiction sur Claude, et il sait pertinemment qu'elle est déjà morte car il l'a tuée de ses propres mains. Cependant, comme Anastasia avait la capacité de contrôler des monstres par l'utilisation de fragments de son âme, alors cela doit signifier que les fragments ont dû survivre. Il s'excuse auprès d'Hibiki pour tous les ennuis qu'il a causés, mais Hibiki lui dit qu'il n'a rien à se reprocher car rien de tout cela n'était de sa faute. Mais alors qu'il est en plein discours, Hibiki finit par s'évanouir à cause de toute la tension que l'utilisation de ses pouvoirs a imposée à son corps plus tôt. Plus tard, Hibiki et les autres rentrent chez eux, et pendant qu'il fait une sieste,
Sapo annonce que le niveau d'Hibiki est passé de 12 à 25. Lorsqu'Hibiki se réveille, il découvre qu'il a dormi pendant assez longtemps car l'utilisation du mode éveillé a vraiment mis son corps à rude épreuve, donc il devra être extrêmement prudent la prochaine fois qu'il prévoit de l'utiliser. Pendant ce temps, dans le royaume des elfes, Amalia assiste à la fête royale lorsqu'elle croise le roi, et il est très heureux de la voir car il ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne pour un tel événement. Elle explique que son père l'a rappelée au pays, c'est pourquoi elle est là, et en parlant de son père, elle meurt d'envie de lui dire ce qu'elle pense pour l'avoir trompé en la faisant revenir pour une stupide fête. Un instant plus tard, le prince s'approche également pour saluer Amalia, mais elle ne le reconnaît pas du tout, alors elle lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. Le prince n'est pas surpris qu'elle ne sache pas qui il est puisque la dernière fois qu'elle l'a vu, il n'avait que 10 ans, alors il se présente et lui explique que son nom est Virilus et qu'il est le prince. Amalia se souvient maintenant de lui et dit que c'est agréable de le revoir, mais alors Virilus lui prend la main et se met à parler de sa beauté, essayant de tenter sa chance. Cependant, Amalia a au moins 40 ans de plus que lui, donc de son point de vue, c'est vraiment inconfortable. Au bout d'un moment, le roi appelle l'attention de tous les invités et leur annonce que la raison de cette assemblée était de célébrer les deux espoirs brillants du royaume, Virilus et Melanchuru. Il explique que bien qu'ils n'aient que 15 ans tous les deux, ils ont été bénis avec les meilleures professions imaginables, celles de héros et celles de sages. C'est une nouvelle formidable pour leur pays car le rôle du héros est de tuer le roi démon. Virilus et Melanchuru vont partir pour commencer leur quête, mais ils ne pourront pas le faire seuls, c'est pourquoi un groupe d'aventuriers a été assemblé pour eux. Amalia est complètement prise au dépourvu par toutes ces nouvelles informations car elle n'était au courant de rien. Alors que le discours continue, on annonce que le premier membre du groupe sera Dogir, le meilleur guerrier du pays, et que le second membre sera Amalia. Tous les invités se tournent vers Amalia, et ils la regardent tous avec admiration pour s'être portée volontaire à rejoindre le groupe du héros, mais c'est là le problème, Amalia ne s'est pas portée volontaire. Pour aggraver les choses, Virilus annonce devant tout le monde qu'après avoir tué le roi démon, il a l'intention de revenir et de demander Amalia en mariage, ce qui est presque aussi grave. Il n'y a aucun moyen pour elle de refuser la mission maintenant qu'elle a déjà été annoncée, alors Amalia s'éclipse avant qu'il ne puisse l'appeler sur scène. Pendant ce temps, à l'auberge, Hibiki et les autres viennent de rentrer dîner, et ils sont complètement repus car Tanya a préparé un festin pour célébrer le rétablissement d'Hibiki. Maintenant qu'ils ont tous mangé, Hibiki attire l'attention de tout le monde et leur dit qu'il veut finalement aller à Terodina car il a besoin de trouver un moyen de retourner dans son monde d'origine. Après tout, sa famille et ses amis sont tous là-bas, mais cela ne signifie pas qu'il veut laisser Lilian et Claude derrière lui. Le temps qu'il a passé avec eux lui est très précieux, alors il dit qu'il veut trouver un moyen de les emmener également dans son monde. Lilian est très heureuse d'entendre cela car cela signifie qu'elle pourra rester à ses côtés, et Claude demande à Hibiki comment il compte faire une telle chose, mais il n'en a aucune idée. Il n'a même pas encore compris comment rentrer chez lui, encore moins emmener d'autres personnes, mais Claude est sûr qu'il trouvera bien quelque chose éventuellement. Venir rappelle à Hibiki qu'il devra traverser le donjon du Nord s'il veut atteindre Terodina, mais Hibiki en est déjà conscient, c'est pourquoi il aura besoin de l'aide de tout le monde pour y parvenir, et ils sont tous plus qu'heureux de le soutenir. Quant à Amalia, elle est actuellement en train de se changer en urgence et de quitter le royaume des elfes aussi vite que possible avant d'être forcée de rejoindre le groupe du héros. Lilian se souvient qu'Hibiki a dit qu'il y a des gens qui lui manquent dans son pays d'origine, alors elle lui demande à quoi ressemblaient ces gens, et il explique qu'ils étaient ses amis et sa famille. Il dit qu'ils passaient toujours beaucoup de bons moments ensemble à traîner et à boire du thé noir, mais Lilian n'a jamais entendu parler du thé noir auparavant, donc cette partie la déroute un peu. Claude mentionne que si Hibiki manque autant à ses amis, alors ils doivent sans aucun doute aussi beaucoup lui manquer, et Hibiki est sûr que c'est le cas, mais ils sont encore les uns les autres à leur côté, et Hibiki a Claude et les autres pour lui tenir compagnie. Plus tard ce jour-là, Hibiki se rend à la guilde avec les autres et est convoqué à une réunion avec Bolz. Bolz a déjà tout entendu du combat qu'Hibiki a eu contre le loup de diamant, et il est impressionné qu'Hibiki et les autres aient réussi à le battre car c'est une bête incroyablement puissante. Cependant, il est aussi vraiment déçu de lui-même car s'il avait un peu plus entraîné les muscles d'Hibiki, alors peut-être qu'il ne se serait pas effondré après avoir vaincu le loup. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle Hibiki a été convoqué aujourd'hui était de discuter de son paiement pour avoir vaincu le loup, et quand Hibiki jette un coup d'œil au contrat, il est stupéfait et demande s'il est vraiment acceptable de prendre autant d'argent. Bolz l'assure qu'il mérite chaque centime parce que si ce loup de diamant avait atteint la ville, alors on ne sait pas combien de morts et de destructions il aurait causé, donc Hibiki les a vraiment sauvés de beaucoup de problèmes. Hibiki est reconnaissant pour la récompense, et avec autant d'argent, il devrait pouvoir s'approvisionner pour leur voyage à travers le donjon en un rien de temps, alors ensuite, il se rend immédiatement à la compagnie commerciale Debbie. Debbie est vraiment heureux de revoir Hibiki, et il peut sentir l'odeur de la fortune sur lui encore plus fortement qu'avant. Hibiki pense toujours que Debbie est un peu bizarre, mais c'est le meilleur traître qui soit, donc il n'avait pas d'autre choix que de venir ici.
Debbie salue également Claude et Lilian et leur souhaite la bienvenue, et c'est à ce moment-là qu'Hibiki se souvient qu'il a obtenu Claude de l'entreprise de Debbie initialement, donc Debbie devrait être au courant que le bras et la jambe de Claude ont repoussé. Hibiki commence à chercher une excuse pour expliquer comment cela est arrivé sans révéler son pouvoir, mais Debbie lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'il a pour politique de ne pas s'immiscer dans la vie privée des clients. Après cela, Debbie invite Hibiki à jeter un œil à sa large sélection d'outils et d'équipements, et après avoir rapidement regardé autour de lui, Hibiki décide d'acheter cette tunique de vent car la magie de vent qui y est imbue devrait l'aider à mieux esquiver les attaques. Debbie lui demande s'il souhaite aussi choisir une arme, mais Hibiki dit qu'il est satisfait de l'arme qu'il a déjà. Après tout, on ne peut pas faire mieux qu'une arme divine. Lilian, en revanche, a besoin d'un nouveau bâton, alors elle décide de prendre ce bâton fleuri, et Hibiki pense qu'il lui va vraiment bien. Après avoir confirmé leurs achats, Debbie remercie Hibiki et leur facture un total de 1200 pièces d'or, ce qui surprend d'abord Hibiki car cela semble beaucoup, mais Claude dit que c'est en fait l'une des meilleures affaires que vous trouverez dans cette ville. Claude choisit ensuite une nouvelle armure, et Hibiki est un peu inquiet car l'armure ne couvre pas du tout son ventre, ce qui semble être un assez gros défaut, mais Debbie lui dit de ne pas s'inquiéter car l'armure a en fait une magie de protection de haut niveau imbue en elle, donc même si elle semble ne couvrir que la poitrine de Claude, elle donne en réalité à tout son corps une protection équivalente à celle d'une armure complète. Hibiki jette un coup d'œil avec sa compétence d'évaluation, et il confirme que tout ce que Debbie a dit est vrai, donc il est d'accord. Hibiki demande ensuite à Claude ce qu'il va prendre comme nouvelle arme, et Claude dit qu'il pensait prendre cette lance magnétique, alors Hibiki examine ses statistiques pour lui. La lance a apparemment plusieurs sections séparables et un fort champ magnétique, qui peut être utilisé pour dévier les attaques de ses adversaires ou pour lancer des projectiles si nécessaire, et Hibiki pense que cela semble plutôt bien, donc il est d'accord pour que Claude la prenne. Debbie est impressionné qu'Hibiki ait pu obtenir toutes ces informations en un coup d'œil, alors il lui demande à quel niveau est actuellement sa compétence d'évaluation. Hibiki répond avec désinvolture que sa compétence d'évaluation est actuellement au niveau 5, et Debbie est absolument émerveillé quand il l'entend car c'est presque inouï. Hibiki demande si le niveau 5 est vraiment si élevé, alors Debbie explique que la plupart des évaluateurs ne sont que de niveau 1 ou 2, et même l'évaluateur vétéran interne qu'ils ont ici à la compagnie commerciale n'est encore que de niveau 3, donc la compétence d'Hibiki au niveau 5 est stupéfiante. C'est la première fois qu'Hibiki entend cela, et il blâme le dieu en chef de ne pas lui avoir dit plus tôt à quel point sa compétence d'évaluation était surpuissante, mais il a tout simplement oublié. Cela mis à part, alors que le dieu en chef est toujours en contact avec Hibiki, il lui dit qu'il devrait pouvoir utiliser à nouveau sa compétence de soulagement puisqu'il a beaucoup monté de niveau lors du combat précédent. Cependant, il va devoir la tester plus tard car Debbie s'approche et lui demande s'il prévoit de s'acheter un carrosse ou autre chose pour son voyage car, si c'est le cas, avec suffisamment de temps, Debbie peut tout organiser pour lui, et cela serait en fait d'une grande aide pour Hibiki, alors il décide d'accepter son offre. Plus tard, Hibiki et les autres se dirigent vers la forêt, et Hibiki se prépare à utiliser sa magie de soulagement sur Claude. Une fois activée, sa peau se verrouille sur les chaînes maudites autour de Claude et demande à Hibiki s'il souhaite les faire retirer, et après qu'il est confirmé, sa peau procède à l'invocation de Carbuncle. Hibiki est un peu confus car il ne sait pas qui est Carbuncle, mais il s'avère que Carbuncle est une bête magique de type lapin qui sert le dieu en chef, et il est ici pour aider à briser certaines des chaînes de Claude. Dès qu'Hibiki voit Car, il se jette sur lui et commence à le câliner parce qu'il le trouve vraiment mignon, et au début, Car était contre, mais ensuite il réalise que les câlins sont en fait assez agréables, alors il est d'accord. Cependant, Claude, en revanche, n'est certainement pas d'accord car il ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre accaparer toute l'attention d'Hibiki. En fait, il est tellement contrarié qu'on dirait presque qu'il est sur le point de briser lui-même les chaînes de la malédiction, alors les autres se mettent à l'encourager, mais Veni leur fait entendre raison car il est impossible que Claude brise les chaînes tout seul, et il dit à Car d'arrêter de plaisanter et de se mettre au travail. Carbuncle reconnaît Veni comme un compagnon bête magique, mais il ne sait pas pourquoi Veni est ici ni pourquoi Claude le regarde autant. Cependant, il a encore un travail à faire, alors il active ses pouvoirs et forme deux bras magiques pour commencer à tirer sur les chaînes de Claude. Cela demande beaucoup d'efforts de sa part, mais finalement, Car parvient à briser deux autres chaînes de Claude, ce qui signifie que Claude est plus près de retrouver enfin sa véritable force, alors il remercie Hibiki pour son aide. Hibiki lui dit que c'est Car qui a fait tout le travail ici, donc si quoi que ce soit, c'est lui qu'il devrait remercier, mais Claude est toujours vraiment en colère contre Car d'avoir volé l'attention d'Hibiki, donc même s'il le remercie, cela ressemble plus à une menace qu'à un signe de gratitude, et Car ne veut pas rester dans les parages pour découvrir jusqu'où Claude est prêt à aller, alors il dit qu'il rentre immédiatement chez lui. Plus tard dans la journée, la température atteint un torride 39 degrés C, et Claude est au bord d'une insolation complète avec toute sa fourrure. En comparaison, Hibiki et les autres vont beaucoup mieux, bien qu'ils transpirent aussi beaucoup, mais s'ils ne font rien rapidement, Claude pourrait finir par s'évanouir,
alors Hibiki suggère qu'il devrait couper tous les cheveux de Claude. Entendre cela effraie Claude car il ne veut pas finir chauve, mais puisque c'est l'ordre d'Hibiki, il ne peut pas refuser. Lilian prend une paire de ciseaux et s'apprête à commencer à couper, mais juste à ce moment-là, Veni lui dit qu'il a une meilleure suggestion en tête. Lilian semble aimer l'idée, alors elle procède à lancer un sort de boule d'eau avec un sort de maintien pour garder sa forme, et grâce à cela, elle parvient à créer des bulles flottantes pour aider tout le monde à se rafraîchir pour l'instant. Juste alors, Tanya fait irruption par la porte, en sueur, et demande de l'aide à Hibiki car la chaleur commence vraiment à l'affecter, alors pour l'aider à se rafraîchir, Hibiki décide d'utiliser le sort de lavage à bulles sur elle, et cela fonctionne très bien, mais cela crée aussi un courant d'air assez fort, et Tanya ne portait pas de sous-vêtements. Un peu plus tard, Hibiki dit qu'il veut sortir et chercher un moyen de battre la chaleur, mais comme Claude a besoin que Lilian reste ici pour maintenir les bulles d'eau, il décide d'emmener Veni avec lui à la place. La chaleur à l'extérieur est encore pire qu'à l'intérieur, donc il n'y a presque personne dans la rue pour le moment, mais après quelques minutes de marche, Hibiki croise Debbie en plein milieu d'une course. Debbie est heureux de revoir Hibiki, mais il lui dit que si c'est à propos du carrosse qu'il a commandé, il faudra probablement un peu plus de temps pour l'organiser, mais Hibiki ne s'en soucie pas pour l'instant. Il est beaucoup plus intéressé par savoir pourquoi Debbie ne semble pas du tout transpirer, même s'il est confronté à la même chaleur que tout le monde. Debbie explique que c'est grâce à un produit spécial qu'il a réussi à se procurer appelé la cape du printemps perpétuel, et il aimerait en vendre à Hibiki, mais il est en rupture de stock, et il a besoin d'une fleur spéciale pour en fabriquer plus. Alors Hibiki se rend à la guilde pour demander où poussent les fleurs de rune. On l'informe qu'elles poussent profondément dans la forêt à l'est, mais le chemin à travers la forêt est extrêmement compliqué, donc elle n'est pas sûre qu'il pourra trouver son chemin jusque-là. Malgré cela, Hibiki dit qu'il veut quand même aller chercher les fleurs, alors elle propose de lui montrer le chemin puisque la guilde n'est pas occupée pour le moment et qu'elle a du temps libre. Avec son aide, Hibiki finit par trouver tout un tas de ces fleurs, donc après les avoir livrées à Debbie pour qu'il fabrique les capes, il rentre chez lui. Toute cette marche sous le soleil brûlant a vraiment rendu Hibiki affamé, mais il est encore trop tôt pour le dîner, donc il n'a encore rien à manger. Heureusement pour lui, il se trouve que Lilian et Claude ont préparé un cadeau pour lui à l'avance, et il s'avère que c'est du thé noir et des collations. Ils se sont souvenus qu'Hibiki avait dit que l'été avec ses amis lui manquait, alors ils ont voulu essayer de lui remonter le moral, et Hibiki est vraiment reconnaissant de la délicatesse de Lilian. La regarder ainsi rappelle à Hibiki que cela fait un bon moment qu'il n'a pas vérifié son statut, alors il décide de le faire maintenant, et à sa grande surprise, il découvre que Lilian est désormais une sage à part entière. Avant, son statut indiquait « candidate sage », mais maintenant elle est une sage de niveau 1, et cela a dû se produire après qu'elle ait monté de niveau grâce au combat contre les loups. Lilian dit qu'elle ne se sent pas vraiment différente, mais Claude dit qu'il faut probablement juste du temps pour que les effets se manifestent. Veni demande si d'autres compétences ont récemment monté de niveau, et maintenant qu'il le mentionne, la compétence de grimoire d'Hibiki est passée au niveau 2, et Veni est ravi de l'apprendre car cela signifie qu'il peut maintenant apprendre toutes sortes de nouveaux sorts de magie, et qui sait, il pourrait même y avoir de la magie qu'Hibiki pourra apprendre dedans, donc Hibiki est ravi aussi. Quelques jours plus tard, il est enfin temps pour le groupe de partir pour son voyage, alors Hibiki donne à Claude et Lilian les capes qu'il a fait faire pour eux et explique qu'elles ont une magie spéciale qui garde celui qui les porte au frais quel que soit le temps. Claude est particulièrement reconnaissant qu'Hibiki soit allé si loin pour lui, alors il jure de chérir son cadeau, et après que tout le monde ait fini de dire ses au revoir, Hibiki et les autres partent enfin pour le donjon du Nord, après quoi ils se dirigeront vers Thérodina. Mais derrière un arbre à proximité, Ival surprend leur destination, et elle compte bien faire en sorte qu'Hibiki et les autres ne sortent pas vivants de ce donjon. Pendant ce temps, de l'autre côté du pays, il s'avère que les amis d'Hibiki ont également été réincarnés dans ce monde et ont formé un groupe appelé les Tueurs de Cadavres dans l'espoir de trouver un moyen de le retrouver. Après s'être lancé dans le voyage, Hibiki se sent un peu plus confiant car il peut enfin vaincre des monstres par lui-même, mais sa peau le corrige et lui rappelle que la seule raison pour laquelle il peut se battre, c'est parce que son arc est surpuissant, et que lui-même est en réalité encore très faible, donc il ne devrait pas s'emballer. Claude et Lilian pensent aussi qu'Hibiki reste faible dans l'ensemble, alors Claude lui dit d'arrêter de plaisanter sur le fait qu'il est fort et de se dépêcher car ils doivent reprendre la route. Tout le monde remonte dans la calèche, et Hibiki râle en disant qu'il est vraiment fort maintenant parce que l'arc fait partie de ses compétences, mais quoi qu'il en soit, Claude lui dit qu'il ne peut pas négliger son entraînement quotidien car même s'il dispose de compétences puissantes, un moment viendra où il ne pourra peut-être pas les utiliser au combat, donc il doit être prêt. Hibiki est resté très silencieux pendant tout le trajet, alors Lilian lui demande si ça va, mais il s'avère que les chaos de la route donnent à Hibiki un mal des transports terrible, et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Hibiki a déjà vomi partout sur le plancher de la calèche. Ils doivent s'arrêter pour nettoyer tous les vomis, et Hibiki s'excuse auprès des autres pour les ennuis car il ne savait pas qu'il aurait le mal des transports,
mais alors qu'il se dirige vers un lac voisin pour se nettoyer un peu, il plonge ses mains dans l'eau et découvre que ce n'est pas du tout de l'eau, mais bien une grande collection de slimes. Hibiki est surpris car il n'a jamais rien vu de tel, mais Claude pense que c'est l'occasion parfaite pour lui donner un véritable entraînement, alors il demande à Hibiki d'aller éliminer quelques slimes, mais sans utiliser son arc surpuissant. Lilian dit à Claude qu'un tel handicap est injuste car Hibiki est totalement inutile sans son arc, mais Claude répond qu'il va quand même laisser une arme à Hibiki, et cette arme est un bâton en bois enflammé. Hibiki décide de donner le meilleur de lui-même, mais malgré tous ses efforts, il ne peut pas suivre les slimes du tout, donc il n'arrive même pas à en toucher un seul. De plus, l'un des slimes atterrit directement sur le visage d'Hibiki, et il n'arrive pas à l'enlever, donc il commence à étouffer. Alors qu'Hibiki perd lentement connaissance, sa vie défile devant ses yeux, mais à la dernière seconde, il réalise qu'il ne peut pas se permettre d'abandonner ses amis, surtout pas en mourant entre les mains d'un slime, alors il se bat avec toute sa force, et finalement, il débloque la capacité d'utiliser un peu de magie de feu, ce qui lui permet de brûler suffisamment le slime pour l'enlever. Hibiki est à la fois soulagé d'être vivant et émerveillé d'avoir vraiment éveillé la magie de feu, mais le slime qu'il a brûlé semble très en colère, alors il fusionne avec tous les autres slimes présents pour se transformer en un monstre slime géant. Hibiki n'a pas l'air très inquiet au début car il sait que les slimes sont faibles contre le feu, alors il tente d'utiliser sa nouvelle magie de feu, mais à sa grande déception, il ne produit qu'une petite flamme de 5 cm au bout de son doigt. Lilian essaie de lui remonter le moral en lui disant que 5 cm est une taille parfaitement respectable, mais ce n'est clairement pas suffisant pour faire face à ce slime. Alors Hibiki passe le reste de la journée à se faire malmener par une créature gélatineuse jusqu'à ce que le slime se lasse enfin de jouer avec lui et décide de repartir seul. Après cela, Lilian s'approche d'Hibiki et essaie à nouveau de le réconforter en lui rappelant que même si sa magie de feu n'est pas très grande, c'est quand même de la magie de feu, donc il y a de nombreuses façons de l'utiliser. Claude suggère d'installer le camp pour la nuit ici, et pendant que le dîner cuit, Hibiki utilise sa magie de feu pour allumer une lanterne, et il doit admettre que la magie de feu est assez pratique à avoir, même si elle est faible. Après avoir tous mangé, Lilian et Véni vont se coucher pendant qu'Hibiki et Claude restent un peu plus tard pour discuter. Hibiki demande à Claude s'il pense vraiment que tout va bien aller pour lui, même si sa force n'a pas beaucoup progressé depuis le début du voyage, et Claude dit à Hibiki qu'il aimerait clarifier quelque chose. Il avait déjà mentionné que pour atteindre Therodina, il faut traverser le donjon nord, mais plus précisément, Therodina n'est accessible qu'aux personnes qui ont conquis le donjon, et c'est un territoire complètement inexploré, c'est pourquoi Claude a tant insisté sur l'entraînement d'Hibiki, parce qu'il veut qu'il soit prêt à tout ce qui pourrait arriver, et il promet que quoi qu'il arrive, il va aider Hibiki à atteindre Therodina. Après cela, il est temps pour eux de dormir un peu, mais juste avant qu'Hibiki ne se couche, il reçoit un message de Spo lui disant qu'il a débloqué plusieurs nouvelles compétences. Hibiki vérifie sa fenêtre de statistiques, et il est choqué de voir qu'il a effectivement 4 nouvelles compétences, mais il est trop fatigué pour y penser maintenant, alors il décide de les tester plus tard. Le lendemain, le groupe reprend la route, mais en voyageant, il voit un grand groupe de villageois traîner au milieu de la route. Hibiki sort pour leur demander si quelque chose s'est passé, et les villageois l'informent que leur village a récemment été envahi par des morts vivants. Hibiki demande s'ils parlent de choses comme des zombies, ce que le villageois confirme, et pour aggraver les choses, ce n'était pas juste un ou deux zombies non plus, c'était toute une horde. Heureusement, une belle femme bête passait par là, alors elle leur a dit d'attendre ici pendant qu'elle s'occupe des zombies, et Claude est surpris d'entendre cela car un guerrier capable de vaincre une si grande horde de zombies tout seul doit être assez expérimenté. Claude suggère d'abord de faire un détour pour éviter toute rencontre possible avec les zombies, car ce serait plus sûr, mais Lilian n'aime pas cette idée car un détour ferait perdre beaucoup de temps, et elle veut aider Hibiki à rentrer chez lui le plus vite possible. En l'entendant dire cela, Claude commence à reconsidérer les choses, et c'est vrai que passer directement par ici serait l'option la plus rapide, et en plus, s'ils doivent conquérir le donjon nord, ils rencontreront forcément des menaces encore plus terrifiantes que les monstres du donjon, alors ils décident que c'est en fait une excellente occasion pour Hibiki d'acquérir une expérience de combat direct. Par conséquent, il lui dit qu'ils vont droit vers le village infesté de zombies. Peu de temps après, ils arrivent au village, et Hibiki n'en croit pas ses yeux, il va vraiment devoir combattre des zombies, mais Claude lui assure qu'il n'y a rien à craindre car les zombies se déplacent très lentement, donc même quelqu'un comme Hibiki devrait pouvoir les battre. En marchant, le groupe remarque des trous creusés dans le sol, alors Claude explique qu'il s'agit probablement de pièges installés par les villageois pour arrêter les zombies. Il y en a probablement beaucoup d'autres dans les parages, alors il avertit Hibiki de faire attention où il met les pieds, mais immédiatement après avoir dit cela, Hibiki est effrayé par le fait que le loup pris dans l'un des pièges est un mort-vivant, donc il est encore capable de bouger, et il tombe ensuite dans tous les autres pièges des environs, ce qui énerve un peu Claude car il était censé être très prudent. Juste à ce moment, un groupe de zombies fonce droit sur Hibiki, mais avant qu'il ne puisse rien faire,
Ils sont tous écrasés par un rocher. Un instant plus tard, la mystérieuse femme bête venue éliminer les zombies se montre, et dès qu'il la voit, Hibiki la reconnaît comme Fauna, mais il n'a aucune idée de ce qu'elle fait ici. Fauna explique qu'après avoir quitté Raoul, elle a erré un certain temps jusqu'à finalement arriver dans ce village, et c'est là qu'elle a entendu parler des morts vivants, alors elle a décidé d'aider. Hibiki est juste content que Fauna aille bien, mais Claude demande quelle raison une voleuse comme elle aurait d'aider les villageois. Fauna dit qu'il n'y a pas de raison particulière à ce qu'elle fait, elle a simplement décidé de le faire parce qu'un petit enfant le lui a demandé. Elle explique que c'est elle qui a installé tous ces pièges autour du village, mais maintenant elle doit les remettre en place parce qu'Hibiki a détruit la plupart d'entre eux. Hibiki s'excuse pour cela, mais Fauna lui dit qu'il va devoir compenser en l'aidant à vaincre les zombies. Normalement, vaincre des morts vivants n'est pas très difficile car ils agissent comme une horde sans cervelle, mais Fauna dit que ceci semble un peu différent car ils sont en fait organisés, et c'est ce qui l'inquiète. Cependant, Hibiki ne pense pas que ce soit un gros problème puisqu'ils ont Claude avec eux pour les aider en cas de problème, mais sa confiance semble un peu mal placée car, juste après avoir dit cela, il tombe encore dans un autre des pièges de Fauna. Fauna est surprise qu'Hibiki n'ait toujours pas appris la compétence de détection des pièges alors qu'il est évaluateur, mais il ne savait même pas qu'une telle compétence existait, donc il n'a aucune idée de comment l'acquérir. Fauna lui explique qu'il doit simplement continuer à évaluer les pièges, et tôt ou tard, il gagnera la compétence naturellement. Elle lui dit aussi qu'en tant qu'évaluateur, il devrait probablement prendre l'habitude d'évaluer tout ce qu'il peut pour ne plus tomber dans des pièges à l'avenir, et Claude est d'accord avec elle, donc Hibiki promet de le faire. Ensuite, ils se dirigent tous vers l'église du village, mais soudain, ils entendent le son assourdissant des cloches de l'église qui sonnent, alors ils se précipitent tous dehors pour échapper au bruit, mais soudain, des dizaines de morts vivants commencent à émerger du sol, et même si Claude parvient à les abattre facilement, la magie de Lilian ne suffit pas à les arrêter, donc ils ne pourront pas tous les éliminer seuls. Fauna crie à tout le monde de rentrer dans l'église avant qu'il ne soit trop tard, alors ils se précipitent tous à l'intérieur, et c'est là qu'elle explique que, pour une raison quelconque, chaque fois que cette cloche sonne, plus de zombies apparaissent de nulle part, et elle ne sait pas pourquoi. Il semble qu'ils ne pourront pas arrêter les zombies tant qu'ils n'auront pas compris ce qui se passe avec la cloche, alors Hibiki décide de monter là-haut avec Lilian, et pendant ce temps, Claude et Fauna sont chargés d'occuper la horde de zombies. Ils sortent de l'église et commencent immédiatement à travailler ensemble pour abattre les zombies, mais de plus en plus de zombies arrivent, donc il n'y a pas de fin en vue. Hibiki et Lilian parviennent à monter sur la plateforme de la cloche, et Hibiki essaie de tirer quelques flèches pour aider Claude, mais cela ne fait pas grand-chose à part étourdir les zombies un instant, et la cloche continue de sonner alors que personne d'autre n'est là pour la faire sonner. Il s'avère que celui qui est derrière tout cela est Ival, et c'est encore un de ses plans pour abattre Claude, mais Hibiki et les autres ne savent pas qu'elle est impliquée, donc il doit encore trouver comment arrêter la cloche à partir d'ici. Il commence à évaluer la cloche de l'église, mais à sa grande surprise, le système lui dit que c'est juste une cloche ordinaire. Hibiki ne comprend pas comment c'est possible puisqu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas, alors il décide d'utiliser l'évaluation sur les alentours également. Ce faisant, Hibiki finit par trouver un miroir magique qu'Ival avait caché dans la tour, et la magie d'invocation de zombies vient clairement de là, alors Hibiki tire une volée de flèches sur le miroir. Ces flèches ne sont pas assez puissantes pour le détruire, mais comme elles ont une précision de 100%, les flèches rebondissent sur le miroir à l'angle parfait pour toucher Ival, qui se tient à 1 kilomètre de là sur une falaise, et une fois son miroir détruit, les zombies cessent enfin d'apparaître. Les zombies enfin partis, les villageois peuvent enfin rentrer chez eux, et ils sont tous extrêmement reconnaissants envers Hibiki, mais ils ne méritent pas de tels éloges car il a en quelque sorte détruit leur église dans le processus. Cependant, les villageois lui disent qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter car ils peuvent la faire réparer en un rien de temps. Claude est content que tout le monde s'en soit sorti indemne, mais il est toujours curieux de savoir qui était derrière toute cette affaire puisqu'ils n'ont jamais trouvé la réponse. Dans la forêt, Ival réfléchit aux étranges flèches qu'elle a vu Hibiki utiliser aujourd'hui pour contrecarrer ses plans. Elle pense qu'elles vont être un énorme obstacle à son projet d'assassiner Claude, mais elle est sûre qu'avec un peu de préparation, elle pourra assurer la victoire la prochaine fois. Hibiki et les autres finissent par arriver à la ville d'Injon, mais ils sont arrêtés à la porte par un garde car ils se méfient de Claude. À ses yeux, on dirait que Claude essaie d'entraîner 2 enfants dans le donjon pour s'en servir comme appât, mais Lilian explique au garde qu'il a tout faux car, même si Hibiki ressemble à un enfant, il est en réalité simplement extrêmement sujet au nanisme. Même si c'est vrai, c'est terriblement embarrassant pour Hibiki. Il remet ses papiers de guilde au garde pour prouver qu'il est qualifié pour être là, et après avoir examiné ses documents, le garde est satisfait et accepte de les laisser passer. Pendant ce temps, Amelia retourne à Raal, excitée à l'idée de revoir enfin Hibiki. Mais soudain, l'un de ses bracelets d'avertissement se met à briller. Amelia se souvient qu'elle en a donné un à Ival pour qu'elle l'utilise en cas d'ennui, donc Ival doit être en danger à proximité. En conséquence,
Amelia abandonne ce qu'elle faisait et décide d'aller vérifier. Retour chez Hibiki, lui et les autres se sont enfin installés dans leur logement de la ville d'Injon. Avant de partir, Claude dit qu'il est important d'établir un itinéraire. Hibiki demande pourquoi, alors Claude explique que la guilde exige des aventuriers de rang C ou inférieur qu'ils soumettent un rapport détaillé de ce qu'ils prévoient de faire dans le donjon, afin de décourager les comportements téméraires. Hibiki comprend le principe, mais demande comment établir un itinéraire sans savoir ce qui va se passer dans le donjon. Claude lui dit qu'ils ont une idée approximative, car un monstre boss apparaît tous les 10 étages, et il a entendu dire que le boss du 10e étage est un loup d'émeraude argenté, qui ne devrait pas être trop difficile à gérer. Tout bien considéré, s'ils limitent leur première expédition aux 10 premiers étages, ils devraient pouvoir aller et revenir en suivant leur itinéraire. Lilian demande si elle peut essayer de faire l'itinéraire pour l'équipe, et ils lui disent d'y aller, donc elle promet d'y réfléchir sérieusement. Pendant que Lilian s'en occupe, Hibiki suggère que lui et Claude fassent une dernière vérification de tout le matériel à emporter. Claude dit qu'ils ont déjà toutes les armes et armures nécessaires à Ral, et qu'Hibiki peut fabriquer des potions avec sa compétence, donc pas besoin d'en acheter, mais ils devront s'approvisionner en nourriture. Juste à ce moment, Hibiki se souvient de quelque chose de très important à obtenir. Claude lui demande quoi, Hibiki répond qu'il a besoin de sous-vêtements. Claude ne comprend pas vraiment, car même si les sous-vêtements sont importants, ce n'est pas une priorité absolue puisqu'ils en ont déjà. Hibiki explique que dans le donjon, ils ne pourront pas faire la lessive comme d'habitude, donc ça deviendrait très dégoûtant pour lui, mais ce monde ne vend pas son type de sous-vêtements, et il ne veut pas utiliser le pagne de Claude. Veni traite Hibiki d'idiot et lui rappelle qu'il a des tonnes de compétences pour ce genre de situation, alors qu'il utilise un peu son cerveau. En entendant cela, Hibiki réalise que Veni a raison, alors il active sa compétence copier-coller sur ses sous-vêtements, créant plusieurs duplicata qui atterrissent tous sur Veni. Pendant ce temps, du côté d'Amalia, elle se dirige vers le château abandonné pour trouver Ival. À l'intérieur, Ival est en train d'apprivoiser son dernier loup de compagnie pour son projet d'assassiner Claude, mais quand Amalia voit cela, elle pense qu'Ival est attaqué par le loup et intervient immédiatement pour la sauver. Ival ne sait pas comment Amalia est arrivée là, mais elle pense que c'est l'occasion parfaite pour tester les capacités du loup, alors elle joue le jeu et fait semblant d'être en danger pour qu'Amalia le combatte. Amalia tire plusieurs fois sur le loup, mais il esquive et charge sur elle, obligeant Amalia à utiliser un sort de terre pour le repousser. Cependant, le loup tente également de piéger Amalia avec un sort de liane. Amalia saute en arrière pour l'éviter, et Ival, satisfaite des performances du loup, lui dit de se calmer pour l'instant. Amalia ne comprend pas ce qui se passe, alors Ival explique que ce loup est l'un de ses animaux de compagnie. Mais cela a encore moins de sens pour Amalia, car elle ne comprend pas pourquoi Ival voudrait contrôler des monstres. Ival dit qu'elle le fait pour la paix dans le monde, mais la façon dont elle le dit rend difficile à croire pour Amalia, qui lui demande d'être honnête puisqu'elles sont amies. Cependant, Ival éclate de rire, incapable de croire qu'Amalia pense encore sincèrement qu'elles sont amies. Elle lui annonce la mauvaise nouvelle, elle a seulement fait semblant d'être son amie parce que c'était pratique. Amalia a le cœur brisé car elle croyait vraiment avoir enfin trouvé une amie. Elle avait même donné à Ival un bracelet d'amitié pour commémorer cela, mais Ival avait complètement oublié cette chose. Quand Amalia le mentionne, elle le sort et le fracasse par terre. Amalia, furieuse, crie qu'Ival ne s'en tirera pas comme ça, mais Ival n'a pas l'air très dérangé car elle ne pense pas qu'Amalia ait ce qu'il faut pour la battre. Amalia lance plusieurs lames de vent sur Ival, mais Ival invoque simplement un miroir magique et renvoie les lames de vent sur Amalia, qui est assommée par sa propre magie. Ival tuerait normalement Amalia pour s'être mise en travers de son chemin, mais elle aurait des ennuis pour avoir tué quelqu'un d'autre que sa cible, alors elle se téléporte ailleurs, laissant Amalia seule. Le lendemain matin dans la ville d'Injon, Hibiki et les autres se rendent à la guilde pour commencer, et la réceptionniste demande leur itinéraire. Lilian le lui remet. Après l'avoir lu, la réceptionniste complimente Lilian pour avoir créé un itinéraire si bien pensé. L'autorisation d'entrer dans le donjon est accordée, la réceptionniste les conduit à l'entrée et leur souhaite bonne chance. Une fois prêts, ils s'engagent tous ensemble dans le donjon. En chemin, Hibiki utilise sa carte du monde pour scruter l'avant à la recherche de monstres. Il dit aux autres que la voie est libre devant, mais même si la détection de monstres par la carte du monde est utile, Claude lui dit d'essayer de continuer sans l'utiliser désormais, car s'il en devient trop dépendant, il ne pourra plus sentir le danger venir s'il perd cette compétence. Hibiki trouve Claude un peu trop exigeant, mais il comprend ce qu'il veut dire. Et comme pour prouver le bien fondé des propos de Claude, Sapo informe soudain Hibiki que son accès à l'autorité divine a baissé de 15%. Au même moment, Hibiki entend la voix faible du dieu-chef dire qu'il craignait qu'un tel incident ne se produise. Hibiki essaie de comprendre ce que cela signifie, mais Claude lui dit de se ressaisir, car perdre sa concentration dans un donjon peut mener à la mort rapidement. Hibiki s'excuse d'avoir été distrait et accepte de rester concentré désormais. Pendant ce temps, le dieu-chef se demande quoi faire, car plus Hibiki s'enfonce dans le donjon, plus sa connexion avec lui s'affaiblit. Juste alors,
le dieu de la magie apparaît et lui demande de quoi il parle. Il explique qu'Hibiki et ses amis viennent d'entrer dans le donjon. Le dieu de la magie est surpris et demande pourquoi il ferait une telle chose. Le dieu chef explique qu'il a entendu Hibiki mentionner vouloir rencontrer les sages de Thérodinus pour trouver un moyen de rentrer chez lui. Le dieu de la magie demande pourquoi il n'a pas arrêté Hibiki en lui disant que les sages n'ont pas la réponse qu'il cherche, puisqu'il n'existe aucun moyen pour lui de retourner dans son monde d'origine. Le dieu chef dit qu'il ne veut simplement pas contrôler tout ce que fait Hibiki, donc il veut le laisser découvrir par lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas nécessairement qu'un moyen de retourner dans son monde d'origine n'existe pas, c'est qu'il n'existe pas dans la mémoire actuelle du dieu de la magie, donc elle n'en a pas connaissance. Quoi qu'il en soit, le dieu chef demande au dieu de la magie pourquoi elle est venue le voir, et elle répond qu'elle vient l'inviter à une fête thé. Le dieu chef n'est pas vraiment intéressé à passer du temps avec le dieu de la magie pour l'instant, donc il refuse, mais le dieu de la magie l'informe que celui qui organise la fête thé est en fait le dieu de la médecine. Dès qu'il entend cela, le dieu chef change d'avis et dit qu'il participe, car le dieu de la médecine a une très grande personnalité. Retour avec Hibiki, il progresse dans la caverne quand Hibiki dit soudain à tout le monde de faire attention car il pense qu'un Slim se trouve devant. Cependant, Sapo l'informe que ce qu'il voit n'est qu'une flaque d'eau ordinaire. Cela dit, un Slim tombe du plafond un instant plus tard, et Hibiki est encore un peu traumatisé par ce qui s'est passé la dernière fois, donc il hésite à l'approcher. Mais Veni lui rappelle qu'il peut enfin utiliser la magie de feu, donc il n'y a pas lieu d'avoir peur. Après quelques encouragements, Hibiki parvient enfin à surmonter sa peur et à mettre le Slim en feu pour le tuer. Pendant ce temps, Claude regarde devant et trouve étrange qu'il y ait une impasse ici, alors que la carte montrait clairement un chemin par là la dernière fois. Il demande à Hibiki d'expertiser le mur pour voir s'il y a un problème. Hibiki le fait et découvre que ce n'est pas vraiment un mur, mais un monstre appelé roche verrouillée. Ce genre de monstre ne fait pas grand-chose à part bloquer des chemins occasionnellement, donc il ne représente pas une menace, mais c'est un problème car la lance de Claude n'est pas adaptée pour briser des rochers. Ils ont besoin de quelque chose capable de délivrer beaucoup de puissance destructrice d'un coup, et la magie de Lilian serait parfaite, alors il lui demande d'essayer. Quand Lilian lance un sort de boule de feu, elle détruit complètement le mur du donjon d'un seul coup. En descendant les escaliers, Hibiki se demande comment ce donjon a été créé, car il y a toutes sortes de choses étranges, mais même Veni ignore qui a créé le donjon ou quel était leur but. Alors qu'il continue de descendre, Sapo informe Hibiki que son accès à l'autorité divine a maintenant baissé de 17%, et s'il continue plus profondément, il baissera probablement de 25% au total. Cela ne semble pas bon, mais avant qu'il puisse lui demander ce que cela signifie pour lui, le groupe est soudain attaqué par des monstres frelons, et il se prépare à riposter. Hibiki active son œil expert et vise l'un des frelons, mais Sapo l'informe que dans les circonstances actuelles, ces hacks de visée n'ont que 65% de chances de fonctionner, donc Hibiki rate son tir. Heureusement, Claude et Lilian parviennent à protéger Hibiki, mais Hibiki ne comprend toujours pas pourquoi son tir a manqué, puisqu'il avait toujours 100% de précision avec l'assistance à la visée auparavant. Sapo explique que s'enfoncer dans le donjon rend difficile l'accès au pouvoir du dieu chef, ce qui réduit l'efficacité de ses compétences. Hibiki n'avait aucune idée qu'une telle chose puisse arriver, et c'est très préoccupant étant donné qu'il prévoit de traverser le donjon, alors il informe immédiatement le groupe de la situation. Personne n'avait idée qu'une chose pareille était possible. Veni savait que les donjons étaient hors de la juridiction des dieux, mais il ne pensait pas qu'Hibiki perdrait l'accès à ses compétences. Hibiki s'excuse auprès de tous, car sans ses compétences, il est pratiquement inutile ici et ne sera qu'un fardeau pour eux. Cependant, Lilian s'approche de lui et le rassure, même s'il ne peut plus utiliser correctement ses flèches, elle, Claude et Van seront là pour l'aider jusqu'au bout, donc il peut compter sur eux, et Claude est d'accord. Cela dit, il est encore un peu en colère contre Hibiki. Il se souvient lui avoir dit de s'entraîner autant que possible pour pouvoir combattre même sans ses compétences, mais dès qu'il perd ses hacks de visée, il ne sait plus viser correctement. Il refuse de laisser Hibiki rester aussi inutile, alors il lui dit qu'ils vont commencer un entraînement intensif immédiatement jusqu'à ce qu'Hibiki puisse se battre seul, donc il ferait mieux de se préparer. Pendant ce temps, du côté d'Amelia, elle vient de se réveiller après s'être fait sérieusement battre, et elle est toujours très contrariée par ce qui s'est passé avec Ival, mais elle doit trouver un moyen de l'arrêter avant qu'elle ne blesse quelqu'un. Au 3e jour de l'expédition, Hibiki commence enfin à maîtriser le tir par lui-même, puisqu'il ne peut plus compter sur son autoviseur. Cependant, le lapin qu'il visait possède une compétence d'évasion, il parvient donc à esquiver la flèche et se précipite sur Hibiki. Hibiki saute et roule pour tenter de se sauver, mais le lapin continue de le poursuivre et bondit à nouveau sur lui. Heureusement, avant qu'il ne puisse le blesser, Lilian utilise un sort de déchiquetage aérien pour réduire le lapin en pièces. Hibiki trouve un peu effrayant à quel point les sorts de Lilian sont devenus puissants, mais il la félicite quand même pour son bon travail, même si elle a accidentellement détruit la corne du lapin, ne leur laissant aucun matériau à récolter. Maintenant que le combat est terminé,
Claude s'approche d'Hibiki et lui demande si la compétence qu'il a louée lui a été utile. Hibiki dit à Claude que cela l'a énormément aidé, car il peut désormais stabiliser ses tirs, même avec l'efficacité réduite de son autoviseur, et il remercie à nouveau Claude de la lui avoir prêtée. L'une des capacités d'Hibiki lui permet de louer des compétences aux membres de son groupe pour les utiliser en combat, et il a utilisé cela pour emprunter la compétence de contrôle central de Claude. Il y a des limitations, comme le fait que Claude ne peut pas utiliser la compétence pendant qu'Hibiki la possède, mais cela aide vraiment à équilibrer le groupe. Un peu plus tard, ils s'installent tous pour le dîner avant d'aller se coucher, mais même après avoir fini de manger, Veni a encore faim. Il dit à Hibiki qu'il a envie des sandwichs qu'Hibiki leur a préparés au déjeuner, alors Hibiki utilise sa compétence de copier-coller pour créer un sandwich en double pour Veni. Après avoir utilisé cette compétence à nouveau, Hibiki commence enfin à réaliser à quel point la compétence de copier-coller est brisée, et la première pensée qui lui vient à l'esprit est le fait qu'il peut devenir riche en dupliquant des pièces d'or encore et encore. Mais sa peau lui dit que créer des pièces d'or de nulle part ferait s'effondrer l'économie, donc il n'a pas le droit de faire ça. Hibiki passe à autre chose et demande à Claude quel est le monstre boss du 10e étage, alors Claude l'informe que c'est censé être un loup émeraude, le même genre que Veni a vaincu avant qu'ils ne doivent aller aider Claude à l'époque. Ils avaient réussi à éliminer tous les loups émeraudes à l'époque, et Hibiki croit qu'ils sont devenus beaucoup plus forts depuis, donc il est sûr qu'ils pourront vaincre les loups sans trop de problèmes. Néanmoins, il a l'impression que sa force personnelle manque. Après que tous les autres sont allés dormir, Hibiki reste éveillé à penser à combien il serait plus fort s'il pouvait copier les compétences au lieu de les emprunter. Alors qu'il dit cela, sa peau active la compétence de copier-coller, et un instant plus tard, elle informe Hibiki qu'il a réussi à copier la compétence de contrôle central de Claude, donc il n'a plus besoin de l'emprunter. Hibiki se redresse brusquement dans son lit, choqué parce qu'il n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, et cela réveille aussi Claude en sursaut. Claude demande à Hibiki ce qui s'est passé, et Hibiki lui dit qu'il semble qu'il vient de reproduire l'une des compétences de Claude. Claude est totalement surpris, et Hibiki aussi, car il a encore du mal à assimiler cela, mais sa peau lui dit que le copier-coller fonctionne sur littéralement n'importe quoi, tant que ce n'est pas un être vivant. Cependant, pour les compétences, Hibiki devra atteindre un certain niveau de compétence pour être admissible à les copier. Dès que Claude réalise qu'Hibiki est capable de copier des compétences, il commence immédiatement à planifier de lui faire copier toutes ses compétences. Hibiki lui dit qu'il a apparemment besoin d'avoir de l'expérience avec la compétence avant de pouvoir la reproduire, mais Claude est en fait enthousiaste à l'idée d'apprendre cela, car cela signifie qu'il doit juste entraîner Hibiki encore plus s'il veut qu'il maîtrise toutes ses compétences. Au cours des 2 jours suivants, Hibiki a réussi à peu près à maîtriser la compétence de pas fugace de Claude, et cela lui permet de glisser rapidement sur le sol, donc Hibiki prend beaucoup de plaisir à apprendre celle-ci. Cependant, alors qu'il glisse à travers le passage, il tombe bientôt sur un tunnel au bout, et il y a un groupe d'aventuriers gravement blessés qui en sortent, donc il est clair que cela doit être la salle du boss. Soudain, le boss attrape les portes et tente de poursuivre les aventuriers, mais Claude parvient à le retenir pendant que Lilian utilise sa magie pour repousser le monstre dans la salle du boss. Hibiki se prépare alors à soigner les aventuriers qui ont réussi à s'échapper, et une fois qu'ils reprennent conscience, Claude leur demande ce qui s'est passé. Il leur demande si c'est le loup émeraude qui leur a fait cela, et les aventuriers confirment, expliquant qu'il y avait 3 loups émeraudes là-dedans, et que l'un d'eux était incroyablement fort, donc ils n'avaient aucune chance contre lui. Pendant ce temps, de l'autre côté de cette porte, Iva l'attend avec le loup qu'elle a dompté, et elle est surprise que Claude ait réussi à descendre ici si rapidement, mais cela lui convient parfaitement. Elle donne donc au loup émeraude un petit coup de pouce en puissance et le laisse éliminer Claude et les autres, lui ordonnant de cibler spécifiquement Hibiki, puisque si Hibiki est éliminé en premier, Claude sera pratiquement sans défense, comme la dernière fois. Dans le royaume divin, le dieu en chef et le dieu de la magie prennent actuellement le thé avec le dieu de la médecine. Le chef lui demande si elle pourrait lui faire un petit traitement, car le dieu de la magie l'a beaucoup embêté récemment. Mais soudain, il sent qu'Hibiki vient d'entrer dans la salle du boss d'un donjon. Après qu'Hibiki et les autres entrent dans la salle du boss, Hibiki est surpris par le décor, car on dirait qu'ils sont à l'extérieur, mais ils sont définitivement encore à l'intérieur du donjon. Claude explique que tout ici est entièrement artificiel, même le soleil, et personne ne sait vraiment pourquoi, mais il y a une rumeur selon laquelle les salles qui contiennent les boss sont des espaces complètement séparés. Pour l'instant, cependant, il devrait se concentrer sur la défaite des loups, alors Hibiki utilise sa carte du monde pour scruter la zone. D'après ce qu'il voit, il y a 3 loups dans la zone, 2 d'entre eux sont autour du niveau 20, tandis qu'un est au-dessus du niveau 40. Le groupe peut immédiatement dire que le loup de haut niveau doit être celui qui a éliminé ses aventuriers. Les 2 loups de niveau inférieur sont beaucoup plus proches, alors Hibiki les signale d'abord et dit aux autres qu'ils se cachent dans les buissons. Lilian utilise alors un sort de coupe-vent pour les faire sortir, et une fois les loups à découvert, Claude procède à les trancher tous les 2 en un seul coup. Hibiki et Lilian sont impressionnés que Claude ait pu les vaincre si facilement,
Mais juste à ce moment-là, Hibiki sent que le loup de haut niveau est de nouveau en mouvement, alors il avertit les autres de se préparer. Soudain, il voit un grand mur de buissons voler vers eux. Veni leur dit de s'enfuir, car ces buissons sont la magie de l'ennemi. Hibiki et Lilian se mettent à marcher, mais les petites jambes de Lilian la trahissent, et elle finit par tomber face contre terre. Hibiki est obligé de faire demi-tour pour la sauver, et il parvient tout juste à la pousser hors du chemin avant que les buissons ne le submergent. Claude est également pris dans la vague de buissons, mais il parvient à tenir bon. Hibiki, cependant, a moins de chance, car il est traîné sur plusieurs mètres dans la forêt. Après la disparition des buissons, Claude court vers Lilian et Veni pour prendre de leurs nouvelles. Ils disent qu'ils vont bien, mais ils s'inquiètent pour Hibiki, car il a été emporté par cette vague de buissons, et ils n'ont aucune idée d'où il est. Claude commence à penser que quelque chose d'étrange se passe, car les loups émeraudes ne devraient pas avoir accès à ce genre de magie. En ce moment, il ne peut sentir ce loup émeraude nulle part à proximité, ce qui signifie qu'il a dû partir après Hibiki, donc il doit le trouver avant le loup, mais il ne sait pas par où commencer. Juste alors, le bras de Claude se met à briller, et une lumière le dirige vers la forêt. Pendant ce temps, du côté d'Hibiki, il vient de s'écraser dans la forêt, et heureusement il est encore en un seul morceau. Mais quand il vérifie sa carte, il réalise qu'il est assez loin des autres pour le moment, et, pour empirer les choses, le loup émeraude est juste derrière lui. Il jette un œil aux statistiques du loup, dans chaque champ de statistiques, il surclasse largement celle d'Hibiki, et en plus, il a un désir inhabituellement élevé de tuer Hibiki pour une raison quelconque. Le loup bondit sur Hibiki et tente de le mordre, mais il parvient à sauter hors du chemin à temps, grâce à la compétence de pas fugace de Claude. Soudain, des vignes jaillissent du sol et commencent à former un mur derrière Hibiki, donc on dirait que le loup essaie de l'enfermer. Avant qu'il ne s'en rende compte, un dôme géant de vignes a été créé autour d'eux. Le loup commence alors à enrober son corps de vigne pour se préparer à attaquer, et Hibiki ne peut que glisser pour esquiver ses coups. Quelques instants plus tard, Hibiki entend les voix de Claude et Lilian à l'extérieur du dôme, et il est soulagé qu'ils soient là pour l'aider, mais ils doivent encore trouver un moyen de le faire sortir de là. Lilian tente d'utiliser un sort de boule de feu pour brûler les vignes, mais cela ne fonctionne pas, et lorsque Claude tente de les trancher, sa lance rebondit. Hibiki n'arrive pas à croire que ni la magie de Lilian ni les attaques de Claude n'aient pu briser cette chose, mais Sapo lui explique que le loup possède une compétence innée appelée l'espace personnel. Tant qu'elle est active, elle empêche quiconque de briser physiquement la barrière, ce qui signifie qu'Hibiki est complètement seul ici. Juste alors, Veni dit à Hibiki d'essayer de l'invoquer pour qu'il puisse aider, et Hibiki pense que c'est une excellente idée, alors il active sa compétence d'invocation de bête divine. Mais à sa grande surprise, ce n'est pas Veni qui est invoqué, c'est quelqu'un nommé Kate. La première chose que Kate fait est de lancer un sort pour lier le loup sur place, et pendant qu'il est incapable de bouger, Kate dit à Hibiki qu'il est la bête divine des contrats, et il peut voir qu'Hibiki n'a pas du tout utilisé sa capacité de contrat à son plein potentiel. Il ne prévoit pas de rester longtemps, donc Hibiki va devoir trouver un moyen de se sortir de ce pétrin par lui-même. Mais pour l'aider un peu, Kate lui donne essentiellement un manuel d'utilisation pour sa capacité de contrat, afin qu'il puisse comprendre comment l'utiliser correctement. Quand il a fini, Hibiki comprend enfin ce qu'il doit faire. Alors que Kate part, il active le contrat de loyauté et utilise la capacité d'invocation de chevalier pour téléporter Claude à ses côtés. Claude repousse alors le loup, mais au niveau actuel de Claude, il serait difficile même pour lui de vaincre un tel monstre. Alors Hibiki utilise une autre compétence de contrat qui transfère ses niveaux à Claude, pour le rendre encore plus fort qu'il ne l'est déjà. Cela augmente considérablement la puissance de combat de Claude, qui procède alors à vaincre rapidement le loup, détruisant la barrière au passage. Après la fin du combat, Claude et Lilian s'approchent d'Hibiki pour vérifier s'il va bien. Hibiki semble aller plutôt bien, mais il remarque quelque chose d'étrange à l'intérieur de la gemme de ce loup émeraude, alors il décide de regarder. Soudain, le dieu en chef sent que quelque chose de mauvais va arriver, alors il crie pour que quelqu'un entre en contact avec Hibiki et lui dit de lâcher cette pierre immédiatement. Hibiki essaie de lâcher prise, mais il s'avère qu'Ival a intégré une sécurité dans la pierre magique. Maintenant qu'Hibiki l'a touchée, elle est sur le point d'activer un piège de téléportation. Envoyer Hibiki vers un endroit dangereux inconnu serait une sentence de mort pour lui, et le dieu en chef refuse de laisser cela arriver. Il commence donc à brûler son pouvoir pour interférer avec la téléportation, et il parvient tout juste à modifier la destination du sort vers un endroit sûr pour Hibiki, avant de s'évanouir. En raison de l'utilisation d'une si grande partie de son pouvoir par le dieu en chef, un dieu endormi qui avait été scellé il y a longtemps se réveille enfin.